Donc, mais avant de traiter du sujet d'aujourd'hui, qui est vos inscriptions, comment fixer le prix demandé pour les convertir en vendus, est-ce que vous avez tous écouté les pubs de l'OACIQ? Est-ce que vous avez pris le temps de les écouter, puis voir le message, puis parce que, évidemment, c'est vos cotisations qui sont là-dedans, d'une part, puis deuxièmement, il y a un message qui peut être intéressant. Bon, qu'est-ce que ça nous donnerait de plus de faire affaire avec un courtier immobilier? C'est probablement la plus importante transaction de votre vie. Mais nous, on gagne quoi? Mon expérience, mes compétences et l'expertise d'un réseau de professionnels. En plus de vous offrir une bonne mise en marché et d'optimiser votre transaction, je vais vous appuyer, m'assurer de la conformité de tous les documents et qualifier les acheteurs potentiels. Et après chaque visite, je vous ferai un compte-rendu. Le courtier immobilier, un professionnel compétent et bien entouré. Pensez-y. Une autre fois, comment est-ce qu'on fait pour le retrouver? Il est passé où, lui? Pensez-y ici. Bon, qu'est-ce que ça nous donnerait de plus de faire affaire avec un courtier immobilier? C'est probablement la plus importante transaction de votre vie. Mais nous, on gagne quoi? Mon expérience, mes compétences et l'expertise d'un réseau de professionnels. En plus de vous offrir... Bon, qu'est-ce que ça nous donnerait de plus de faire affaire avec un courtier immobilier? C'est probablement la plus importante transaction de votre vie. Mais nous, on gagne quoi? Mon expérience, mes compétences et l'expertise d'un réseau de professionnels. En plus de vous offrir une bonne mise en marché et d'optimiser votre transaction, je vais vous appuyer, m'assurer de la conformité de tous les documents et qualifier les acheteurs potentiels. Et après chaque visite, je vous ferai un compte-rendu. Le courtier immobilier, un professionnel compétent et bien entouré. Pensez-y. La connaissez-vous par cœur? Êtes-vous capable de la réciter? Si je m'assois ici puis je fais le propriétaire-vendeur en VPP, tu sais, avec les bras croisés, puis je vous dis, qu'est-ce que ça me donne, moi? Hein? Je suis capable de me répondre. Là, c'est facile, là. Ça dure, je sais pas, là, 22 secondes. Après ça, apprenez-le par cœur. Le message, il y a une profondeur. Ça va être probablement bien pour 30 transactions de votre vie. Hein? Ce que vous avez, c'est ma compétence, ma disponibilité, mais je ne le connais pas par cœur, là. Apprenez-le par cœur. C'est un message là, qui a sa raison d'être, à moins que vous soyez inconfortable avec la teneur du message. Le réseau de contacts, le ci, le ça. Puis évidemment, en 22 secondes, ils ne sont pas capables de tout dire, mais votre offre de service encore, hein? Vous me payez si et seulement si je livre de la marchandise, j'ai une obligation de résultat. Vous avez toute mon expertise, toute ma compétence, mon réseau d'experts là-dedans. Et ça ne vous coûte absolument rien si on ne se rend pas chez le notaire puis je ne livre pas la marchandise comme vous voulez. Hein? Ça, encore une fois, c'est vos cotisations qui ont été investies là-dedans, mais c'est pas juste parce que c'est de l'argent de vos cotisations. Si on prend la deuxième, ici. Mais il y en avait combien, M. Léger? Il y en avait 4. Sont-ils toutes sorties? Ah oui, ça fait un bout de temps. L'OACIQ présente la transaction immobilière. Vous croyez pouvoir vendre votre propriété par vous-même? Saviez-vous que le notaire pourrait vous annoncer un problème sur les titres de votre propriété, compromettant ainsi votre vente et retardant la prise de possession de votre nouvelle demeure? C'est le genre d'événement malheureux qu'un courtier immobilier peut vous éviter. En effectuant les vérifications nécessaires, il peut identifier et résoudre les problèmes avant même la mise en marché de votre propriété. Le courtier immobilier, un professionnel compétent. Pensez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il aurait tout dû être comme ça, positionné sur un problème spécifique et faire vraiment peur au monde au lieu de la première. Oui. Je vous dis ça en tant que gars qui a eu une agence de pub pendant 18 ans. Oui. Il essaie de trop. Le message est trop large dans le premier, c'est ça? Ben, c'est comme un plomb d'une balle de fusil. L'OACIQ Mettez plusieurs petits plombs, vous tirez large, mais vous présente la transaction immobilière. Vous croyez pouvoir vendre votre propriété par vous-même? Saviez-vous que le notaire pourrait vous annoncer un problème sur les titres de votre propriété, compromettant ainsi votre vente et retardant la prise de possession de votre nouvelle demeure? C'est le genre d'événement malheureux qu'un courtier immobilier peut vous éviter. En effectuant les vérifications nécessaires, il peut identifier et résoudre les problèmes avant même la mise en marché de votre propriété. Le courtier immobilier, un professionnel compétent. Pensez-y. À la limite, si vous avez de la misère à verbaliser,
télécharger les pubs, puis arriver avec votre ordinateur, puis faites-les rouler. Comme tel. À vous des commentaires? Celui-là ici. C'est qui l'agence en passant? Pas d'idée. Je me souviens pas. C'est du bleu blanc. Bleu, blanc, rouge? Peut-être, je me souviens pas. Pourquoi ça lui prend du temps, là? La promesse d'achat immobilière. L'OACIQ présente la promesse d'achat immobilière. Vous croyez pouvoir gérer vous-même plusieurs promesses d'achat reçues en même temps? Saviez-vous que des conditions comme le financement, l'inspection, la clause de 72 heures peuvent compliquer les affaires? Aucune promesse d'achat ne se ressemble. Et sans le savoir, vous pourriez même vendre votre propriété plus d'une fois. Un courtier immobilier prévient les risques. Il analyse les promesses d'achat afin de vous aider à faire le bon choix et à optimiser votre transaction. Le courtier immobilier, un professionnel compétent. Pensez-y. Ça revient un peu à ce qu'on disait hier. Allez pas dire à un vendeur qui n'est pas capable de vendre sa maison. Parce que je trouve que c'est pas relaté la réalité. Il est capable de la vendre, mais il y a toutes sortes d'écueils, toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de problèmes. Et s'il fait prendre conscience à ce propriétaire-là de tous les problèmes potentiels qu'il y a. Puis hier, je vous disais encore, la chose qui craignent le plus, puis qui ne peuvent vraiment pas prétendre que ça ne se produira pas, c'est le risque de poursuite, le risque de problème, le risque de... Hein? Vous êtes capable de vendre, mais vous assurez qu'une fois que vous avez conclu la transaction, vous avez fait les bonnes déclarations, vous avez donné l'heure juste au client, vous avez vendu là, avec les garanties légales, sans garantie légale, vous avez pu bâtir la promesse d'achat comme vous la vouliez exactement. Êtes-vous capable de faire ça? Hein? Puis aussi la blinder, la transaction, pour être sûr que le 1er juillet, l'acheteur va être au rendez-vous, qu'on n'aura pas besoin de courir après. Oui? Êtes-vous capable de faire ça? Ben, moi, je suis capable de faire ça. Tu sais, parler avec certitude, avec conviction, avec assurance que vous êtes capable de faire ça. Puis vous le savez que vous êtes capable de faire ça. On en a discuté depuis le début. Ça, c'est les 3 capsules. La 4e, elle ne vous concerne pas directement. Elle vous concerne indirectement, si vous voulez. C'est que, évidemment, à l'OACIQ, il y a les courtiers hypothécaires aussi. L'OACIQ présente le courtage hypothécaire. De nos jours, il y a tellement de produits hypothécaires. C'est difficile de mettre le doigt sur ce qui nous convient vraiment. 25, 30 ans, ouvert, fermé, assuré, variable, marge hypothécaire, refinancement, en termes de 6 mois ou 5 ans. Devant autant de possibilités, mieux vaut faire affaire avec un courtier hypothécaire. Il va tout faire pour vous trouver l'offre la mieux adaptée à vos besoins, et ce, aux meilleures conditions. Le courtier hypothécaire, un professionnel compétent. Pensez-y. Ça va? Les commentaires? Ça fait-tu du sens? Êtes-vous confortable avec des pubs comme ça? Répondez pas tous en même temps. Ben là, c'est parce qu'à date, je pense que j'ai le monopole des commentaires. Je vais en dire d'autres. C'est le bienvenu, mon cher. Non, mais ils sont bien les publicités, mais la première, là, je trouve, un peu comme notre amie ici. C'est comme en fait, elle dit pas grand-chose. Quand le client, le vendeur a les jours croisés, puis il dit, moi, qu'est-ce que ça me donne, là, tout ça? Hein? Il n'y a comme pas de justification en arrière, fait que... Ouais. Je trouve que c'est pas assez clair. On est bon, on est compétent, on est fin, mais c'est ça. Ouais. Ça finit là, j'ai rien d'autre à dire. Ouais. Moi, je la trouve complète. Hein? Je la trouve complète. Ça, en général, c'est quoi le mandat d'un courtier immobilier? Il l'explique dans la première annonce. De mettre la mise en marché, de s'occuper des problèmes s'il y en a, de vérifier si les documents sont bien rédigés. Pour nous autres, c'est clair, mais pas pour le vendeur, je trouve. Non, mais le On vendeur. y a dit pas assez. Le vendeur va peut-être arriver, il va dire, comme Charles vient de dire, ouais, c'est pas qu'il dit. On est beau, on est fin, là. Ouais, mais, ben là, après ça, le courtier peut élaborer sur, aller plus en profondeur dans son pourquoi il est compétent. Si je les ai fait rouler, c'est que bien, ça s'ajoute à tout le bagage qu'on a échangé ensemble, toutes les informations que vous avez obtenues cette semaine, la semaine passée. Et encore une fois, c'est pour faire sortir qu'on a une excellente offre de service. Et à partir du moment où vous la maîtrisez, vous êtes capable de l'expliquer, de la verbaliser, puis de devenir convaincu
Vous êtes capable de vous asseoir devant quelqu'un, puis avec conviction, ramener cette personne-là sur Terre, et dire, écoutez, vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Hein? C'est énorme ce que vous êtes en train de faire. Vous prétendez subitement que vous êtes capable de gérer adéquatement la plus importante transaction que vous avez faite dans votre vie, alors que vous n'avez aucune connaissance, aucune compétence dans ce domaine-là. C'est ça la réalité. Hein? Exactement ça. Ils se lèvent un matin, ils ont vu une pub du proprio.com, puis ils envoient 1000$ à Duproprio, puis Duproprio prend des belles photos, puis il leur dit, regarde, tu vas déménager, puis tu vas le prix que tu veux. Positionnement au niveau du prix, la gestion de la sécurité, l'accès à la propriété, les papiers, la paperasse, savoir exactement ce qu'il y en est. Puis Duproprio.com, quand il rentre en négociation, ne conseille plus, ne parle plus, parce que c'est trop risqué sur le plan juridique, puis ils n'ont pas le droit de le faire. Fait qu'évidemment, dans l'étape la plus cruciale, c'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends. Là, il s'est conditionné la vente de sa maison, comment est-ce qu'on gère ça? Ils sont plus là. Hein? Vous êtes là du début jusqu'à la fin. Et puis, vous le faites gratuitement. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas obtenu l'objectif qu'il veut à ce niveau-là. Il ne peut pas avoir une plus belle offre de service que ça. Okay? Plus rapidement, vous allez devenir convaincu de ça, plus rapidement, vous allez être à l'aise, puis vous allez pouvoir vous asseoir avec des AVPP. Puis amusez-vous, là. Hein? Amusez-vous, il y en a une tonne d'AVPP. Arrêtez, ding-dong, bonjour. Puis s'asseoir, hein? Regardez, là, je pense que je suis capable de vous aider. Vous essayez de déménager, là. Tout un projet, c'est intéressant, tout ça. Pourquoi vous voulez vendre? Êtes-vous motivé, êtes-vous sérieux? Puis parlez-moi de ça. Puis évidemment, on n'a pas besoin de toi, puis on va le faire tout seul, puis on est convaincu que... Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? La porte est là. Il dit, pas de toi, on est capable de déménager. Tu es le 32e qui nous achète cette semaine, là, à ce niveau-là. On va en parler ce matin. Maîtriser la peur de leur VPP. Première moitié de l'avant-midi, je reprends. Comment convaincre le vendeur de réduire son prix? C'est pas juste de le convaincre de signer avec vous, d'obtenir vos services, mais ultimement, l'objectif, c'est d'avoir une inscription qui est vendable, d'avoir un produit que vous êtes capable de positionner compétitivement dans le marché. Et si j'ai pris le temps d'inscrire ça comme étant... non, vous ne l'avez pas, je vous ai remis une feuille... est-ce que tout le monde a une feuille? Celle-là, ici. Si j'ai pris le temps de... Bastien, t'es bien chic. Ah oui, ça va prendre la photo. Hein? Chouette. La photo? Ah ouais? Hein? Allez, essaye des OVPP aujourd'hui, là. Je te dis, écoute, contact, là. Hein? Pas à peu près. Tu peux même essayer la rue Crescent, t'as Aujourd'hui, si la propriété n'est pas positionnée adéquatement dans le marché, elle ne se vendra pas. Et vous avez avoir tout le talent au monde, vous allez avoir le meilleur courtier au monde. Si, essentiellement, vous n'avez pas inscrit au bon prix, il n'y aura pas de visite, il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas d'intérêt. Et puis, vous allez être frustré parce que vous allez être frustré, puis votre vendeur va être frustré parce que il ne se passe absolument rien sur la propriété. Est-ce qu'il y en a des contrats de courtage comme ça actuellement? Oui. Est-ce que vous en avez? Oui. Est-ce que vous allez en avoir? Fort probablement. Puis vous ne voulez pas ça. T'sais? Sauf que vous êtes confronté avec un vendeur qui dit, regarde, moi c'est 400 000 que je veux, net dans mes poches, rajoute ta commission par-dessus, prends-toi une marge de négociation, tu feras ce que tu voudras, quoi que ce soit. Mais c'est ça. Alors que vous savez pertinemment bien qu'on n'est pas capable d'aller chez 400 000. Et là, vous avez une décision à prendre. Est-ce que je le prends? Je le prends pas. Je commande, je vais avoir des pancartes, je vais avoir des inscriptions. À la limite, le prix n'est pas écrit sur la pancarte, le téléphone va sonner, je vais pouvoir peut-être les prendre, les amener ailleurs. Et une pancarte sur une propriété bien désirable fait sonner le téléphone. Et dans certains cas, effectivement, on est peut-être capable de les prendre et de les amener ailleurs parce qu'on a un vendeur qui est irréaliste, ou on va essayer de les rentrer dans la maison, ils vont faire le tour. Puis on va essayer de ne pas leur dire le prix tout de suite, parce que si on leur dit le prix tout de suite, ils ne rentreront pas dans la maison. Vous allez être confronté à ça. Hein? Mais l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le marché, il y a probablement la moitié des propriétaires vendeurs qui ne devraient pas être vendeurs. Ils ne devraient pas être sur le marché. Ils ont des attentes totalement irréalistes. Et comment ça se fait qu'ils sont sur le marché? Qu'est-ce qui fait que ils sont sur le marché? Ils sont soit sur le marché des autres maîtres, parce qu'ils ont décidé qu'ils étaient pour s'essayer, hein? Ou bien non, ils sont sur le marché avec des courtiers. Puis là, ça veut dire qu'il y a un courtier qui a accepté de prendre la commande à des conditions qui sont irréalistes. Ça vous appartient. Moi, je dirais pas, j'ai jamais
résilier les contrats parce que Sébastien il a pris un prix qui n'avait pas de bon sens, puis tout ça. Si Sébastien veut le résilier, il le résiliera. Si Sébastien veut continuer de travailler avec un produit, puis évidemment, ça va mettre de la pression peut-être. Si le vendeur que Sébastien a convaincu est pressé pour déménager, à tous les lundis matin, il va téléphoner Sébastien et dire écoute, comment ça fait qu'il n'y a pas d'action, comment ça fait qu'il n'y a pas de visite, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il va te mettre de la pression, puis là, il va être moins poli, il va être moins gentil, il va être plus arrogant, puis et là, à un moment donné, tu vas dire regarde, moi, tu reviens sur terre, ou bien non, tu prends ton listing, puis regarde, va voir quelqu'un d'autre, mais moi, je ne suis pas pour essayer de faire ça à ce niveau-là. Un des gros défis, c'est de faire atterrir les propriétaires vendeurs, les ramener sur terre, de faire prendre conscience que à ces conditions-là, ils ne déménageront pas. Et c'est noir ou c'est blanc. C'est noir ou c'est blanc. Ça ne change pas. À tel prix, on déménage et à tel prix, on ne déménage pas. Je veux que ça soit bien clair dans votre tête. L'analogie que je fais, c'est les actions en bourse. L'action de Bombardier aujourd'hui, si à midi aujourd'hui, elle se transige à 12,50 $, tu n'as pas à demander 14, tu n'auras pas ton 14. À 14, quand j'appelle mon courtier ou le courtier ou n'importe quel courtier en valeur mobilière, puis je dis je veux vendre à 14 à midi aujourd'hui, quand ça se transige à 12,50, qu'est-ce qu'il va me répondre? Pas d'acheteur. Hein? Pas d'acheteur, comme dans le marché immobilier. Pas d'acheteur. Pas d'acheteur. Je ne la prendrai pas. Je ne le veux pas. Pas pour traîner. Oui, mais garde-la, là. S'il y en a un fou qui va offrir 14, là, prends-la, puis tu te vendras. T'es bon, toi. Es-tu capable d'étirer un peu? Tu l'es pas, tu sais. Non. Le marché immobilier est pareil. Dans votre tête, c'est clair, hein? À Bombardier, aujourd'hui, c'est 12,50 $, c'est 12,50 $, indépendamment de quel courtier en valeur mobilière va traiter la transaction, même si vous êtes sur un courtage escompte ou quoi que ce soit, c'est 12,50 $. Marché immobilier, exactement pareil. Exactement pareil. Il n'y a pas 15 valeurs. À midi aujourd'hui, la propriété, elle vaut 12,50 $, pas une scène de plus. OK? En êtes-vous convaincu de ça? Pensez-vous que ça a du sens? Ou est-ce que, essentiellement, elle pourrait valoir un petit peu plus, dépendamment de quel courtier compétent qu'on prendrait? J'ai un commentaire à faire là-dessus. Vas-y. Je trouve que les agents qui travaillent ici, dans ce secteur, depuis plusieurs années, connaissent les prix. Les agents qui viennent de Montréal, qui ne connaissent pas les prix d'ici, comparent les maisons ici avec les prix vendus Montréal et Laval. Et eux autres, ils prennent un acheteur, les amènent ici, ils vont à un prix plus cher que nous autres. Ils vendent à un prix plus cher? Parce que nous ne sommes pas convaincus que la maison vaut 300 000, on sait que ça vaut 250 000. Puis les agents de Montréal qui ne connaissent pas le marché, comparent ça à Montréal, ils disent mais ça a bien de l'allure, la même maison à Montréal sera 500 000. Ça fait qu'à 300 000, c'est l'aubaine du siècle. Ouais. Je vois fréquemment ça. Je vois la même situation avec des duproprio.com où vous n'avez pas d'agent pour protéger l'acheteur. Il y a un cas à Sainte-Marguerite, c'était sur le marché avec Jean Fortin, c'était avec un autre de nos agents de Sainte-Adèle, France Paquet, je pense son nom. Puis le prix était trop haut. Le gars il a planté son duproprio.com, il a trouvé un poisson de Montréal, puis vendu. Vendu notarié ou vendu? Vendu, marqué vendu. Je ne suis pas allé sur le registre foncier pour voir à quel point c'était vendu. Ouais. Puis il y a combien qui a baissé aussi? D'habitude, c'est le contraire. Mais c'était pas que c'était invendable, mais c'était une belle maison, mais chemin assez passant, près d'un coin, en face de caserne de pompiers. Moi, je suis à la séance. Faire les casernes, moi, je suis à la séance. Mais c'est intéressant parce que là, tu es en train de, jusqu'à un certain point, puis contredire ce que je suis en train de dire. C'est qu'essentiellement, il y a des courtiers qui, par leur ignorance ou par leur ignorance des réalités du marché, arrivent ici et disent aux clients « Hey, paye 14$ pour l'action de Bombardier. Elle vaut vraiment la peine. Écoute, j'ai pas vu ça, moi, depuis longtemps, des belles propriétés, des belles actions comme ça, puis tout ça. Hein? Ouais. Le problème devient quand cette même acheteur-là revient en 2 ans, et te dit « Vends-moi ma maison. Ouais.
qu'on a acheté il y a 2 ans. Ouais. Puis là, il a payé 50 000 de trop cher. Ouais. Puis le marché n'a pas augmenté de 50 000 depuis 2 ans. Ouais. Tu fais quoi? Ouais. Maintenant, bon, oui, effectivement, il peut y en avoir des situations comme ça où le client acheteur, finalement, paye, puis il n'y a pas de filet de sécurité. En tout cas, il n'y a pas rien qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une lumière rouge qui s'allume qui dit « Ding, 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 tu payes trop cher pour la maison. » Puis, évidemment, vous comprenez que s'il y a du financement hypothécaire, puis il finance avec un haut ratio d'endettement, il y a un prêteur hypothécaire qui, lui, va aller valider si effectivement le prix que cet acheteur-là paye, il est réaliste ou pas. Hein? Et ça se peut que le courtier de Montréal dise « Paye 14. Paye 14 pour la maison, elle vaut vraiment ça. » Mais que le banquier dise « Ça ne vaut pas 14, moi. » Je la vois à 12,5, puis ça ne marche pas. Puis là, évidemment, c'est ça. 3 transactions sur 4 requièrent du financement. En principe, on a, appelez ça un filet de sécurité ou appelez ça une étape additionnelle à franchir ou un autre droit de regard. Quelqu'un d'autre a un droit de regard sur cette transaction-là. Et ça, c'est un fait. Évidemment, s'il arrive de Montréal, puis il a vendu sa maison, puis il a tout l'argent dans son compte de banque, puis il ne demande pas la permission à un banquier ou il ne veut pas parler à un banquier, est-ce qu'il pourrait oui, il pourrait potentiellement payer plus cher que la valeur marchande de la propriété, ou en tout cas payer plus cher. Il ferait monter les valeurs à ce niveau-là. J'ai vu l'inverse aussi. J'ai vu un agent de Montréal qui a vendu le terrain de son ami ici à Sainte-Adèle, Sommet Bleu, Aqueduc et Égout, 25 000 pieds carrés pour, je pense que c'était 35 000 qu'il demandait. Ouais. C'était pas un terrain accidenté. Selon moi, ça valait 45, ça valait 10 000 de plus que le prix affiché. Ouais. Intéressant. Ton commentaire, ce dernier commentaire-là me fait penser à un coup de téléphone que j'ai eu hier de Alain Otto. Alain Otto, c'est un courtier d'expérience chez nous qui travaille à Nomineng. Et Alain m'appelle et il dit « Écoute, il faut que je te parle. » Hier soir. Il dit « J'ai un cas de conscience. » Il dit « J'ai une maison. » C'est un couple âgé. Ils ont 80 ans. Et motivés, sérieusement à vendre. Maison qui n'est pas nécessairement facile de par sa fonctionnalité. L'évaluation municipale est à 295 000. Il dit, on l'a baissé, on l'a baissé, on l'a baissé, on l'a baissé. On est rendu à 230 000. Mais il dit, l'évaluation municipale est plus ou moins réaliste. Elle ne représente pas la valeur marchande de propriété, mais c'est ça. Il dit, on vient d'avoir un offre, 160 000. Ouais, 160 000. Et puis, il dit, je connais les acheteurs, c'est des spéculateurs. Ils vont l'acheter, ils vont la retaper, puis ils vont remettre en vente, puis tout ça. Puis, j'ai pas le choix. Je suis allé présenter la promesse d'achat. Puis, les vendeurs ont dit, on est assez écœurés, on accepte. On accepte. Hein? Là, il dit, écoute, moi, j'en dors pas. Là. Puis, il dit, j'ai même pas le goût de la reprendre, cette maison-là, éventuellement, quand ils vont me la donner à vendre ou quoi que ce soit. T'sais. Et là, vous avez un cas. Évidemment, ce que j'ai dit à Alain, je dis, est-ce qu'ils ont des enfants, ces personnes-là? Oui, ils ont 3 filles. Ils ont parlé à 2 de leurs filles. Les 2 filles ont donné le goût. Je dis, écoute, fais ce que tu avais à faire, là. Arrête de t'en faire. Je dis, ça arrive des situations comme ça où finalement, ils veulent la donner à la maison. Ils n'ont pas d'hypothèque dessus. Puis pour eux autres, c'est une priorité absolue. Est-ce que l'acheteur a fait un bon achat là-dedans? Oui, l'acheteur a fait un bon achat. Oui. Puis à l'inverse, il peut y avoir des circonstances où l'acheteur a fait un mauvais achat. Il a payé trop cher pour une propriété, il y a eu un coup de cœur, quoi que ce soit. Ça fait que dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que le marché immobilier, il n'est pas exactement pareil comme le marché boursier. Il y a des variables, il y a des émotions qui rentrent là-dedans, puis il y a des fois, le produit est pas assez recherché. C'est pas comme une action de bombardier où tu peux dire, regarde, il y a du monde en ligne qui veut l'acheter, puis on sait exactement à quel prix elle va se vendre. Cette maison-là, à Nomineng, probablement que c'est pas tout le monde qui la voulait. Puis on avait un vendeur qui dit, regarde, il faut que je choque, puis il n'y a pas d'hypothèque dessus. Fait que lui, il y avait une flexibilité, puis ces choses-là. Donc, ça se peut que finalement, on ait plus qu'une valeur. Est-ce que c'est ça? Hein? Dans un cas de même où le prix payé était 160 finalement, parce qu'il était tellement écœuré, probablement ils ont pu avoir 20, 30, 40 000 de plus s'ils ont réduit leur prix un peu plus. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça va faire partie. Ça va faire partie du discours que vous allez avoir avec un vendeur qui part à un prix trop haut, puis là, par découragement, et moi, puis, on le sait, là, ça, c'est des personnes qui probablement disent,
Je ne veux pas être ici le 1er septembre. Je ne veux pas être ici quand la neige va commencer à tomber au 1er novembre. On est écœuré ou on a un appartement dans une résidence de personnes âgées qui nous attend, puis on ne veut plus. Pour nous autres, l'argent, c'est bien secondaire. Là, on a d'autres priorités dans notre vie, on passe à d'autres choses, quoi que ce soit. C'est ça. Et c'est intéressant ce qu'on discute, parce que dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que il y a des transactions qu'on va analyser, comme celle-là, puis vous allez dire « Waouh, l'acheteur a fait une bonne affaire » ou le vendeur l'a quasiment donné. Et, parce qu'il va la remettre en vente, puis il va la vendre à 210, 220, puis il va faire un beau profit dessus. C'est ça. Regardez, le bureau de Sainte-Agathe qu'on a, surtout, le bureau de Sainte-Agathe qu'on a, cette bâtisse-là, c'est une station-service abandonnée. Et sur un coin de rue. Et finalement, on décide qu'on veut acheter la propriété, mais on arrive un peu trop tard et on est au mois de décembre. On est au mois de décembre, je ne sais pas quelle année, et finalement, il y a des gars qui ont accès à des grosses liquidités là, facilement ici, là, dans le nord. Là, ils ont des valeurs morales peut-être un peu élastiques aussi, là, mais ils ont des grosses liquidités. Je pense qu'ils demandaient 150 ou 200 000 $. Ils ont fait un offre à 85 000. 85 000. Pas de conditions, pas de financement. Ils ont demandé d'avoir une preuve comme quoi le sol était décontaminé. C'était la seule chose. Puis le vendeur, c'est Petro-Canada. Petro-Canada a accepté. Pourquoi il a accepté? Ce que j'ai compris, c'est que pour des raisons fiscales, il fallait que cette transaction-là soit conclue avant le 31 décembre. Okay? Il fallait que ça soit sorti des livres de la compagnie. Il fallait que... Puis là, c'était même plus une question de prix. Nous autres, ils l'ont acheté en décembre, on l'a racheté en janvier ou en février, on a payé 150 000 pour. J'ai payé 150. Est-ce que j'ai fait un bon achat? Oui, j'ai fait un bon achat. Mais j'aurais pu faire un meilleur achat si j'avais eu le culot de faire un offre, puis me dépêcher, puis bouger comme tel. Fait que oui, vous allez constater que le marché immobilier recèle des opportunités, des occasions intéressantes. Puis vous savez, à Nominec, le cas, puis le cas du terrain au Sommet Bleu aussi, c'est qu'il y en a des occasions. Puis moi, je trouve que l'acheteur qui a le culot de faire des offres, à un moment donné, il fait des offres, il fait basse, il fait basse, il fait basse. Puis à un moment donné, il va trouver un gars de Montréal qui ne sait pas combien ça vaut le terrain au Sommet Bleu, ou il va trouver un couple de personnes âgées qui disent « on est tanné, on est écœuré, quoi que ce soit », puis ils vont l'avoir. Ou ils vont trouver Petro-Canada qui a dit « moi, 31 décembre, il ne faut plus que cette propriété-là soit là, je la sors, puis saute tu l'offres, puis c'est malheureusement, c'est ce qu'on a, puis c'est ça. » Oui. J'ai un terrain à vendre présentement à Sainte-Adèle, sur le 117, 100 000 pieds carrés. Zone un peu marécageux, mais pas pour tout le 100 000 pieds. Le monsieur me donne le mandat à 49 000. Il me téléphone il y a quelques jours, il dit « il faut que tu te débarrasses de ça comme hier ». Je dis « comment ça hier ?» Il dit « pour le 1er octobre, il faut absolument que ça soit sorti ». La même compagnie qui appartient à ça, c'est un monsieur qui a une compagnie numérotée. Il a vendu un bâtisse de je ne sais pas trop quoi à Montréal, fait un gain capital de même. Là, il a besoin de faire une perte capitale de l'autre côté. Il dit « vende-moi ça 10 000 $. Sur le 117 à Sainte-Adèle, 10 000 $. C'est comme l'aubaine du siècle. Zonée commerciale. Tu vendu? Ah, je vais l'acheter, moi. Je téléphone quelqu'un. 10 000 $. Fais attention aux zones humides en passant. Ouais. Je veux dire que la question des zones humides, ça se peut qu'ils ne soient pas bâtissables le terrain. Il faut vraiment faire attention parce que c'est nouveau, là, puis c'est très d'actualité présentement là, comme tel. Fait que peut-être qu'à 10 000, ça a l'air d'une aubaine, mais ça n'est peut-être pas une. Là, fait que, attention. Ouais. Je ne sais pas vous, mais dans l'immobilier, moi, je commence. J'ai mon premier listing, mais mettons que ça fait quand même 30 ans que je joue un peu là-dedans. Là. 90% du monde à l'achat disent qu'ils ont fait un bon deal. Mais le seul moment qu'on sait qu'on a fait un deal, c'est à la vente. Ouais. Fait qu'à la vente, moi je pense que c'est 10% qui disent qu'ils ont fait un bon deal. Fait que, à 160, là, ça peut avoir l'air d'un deal. Mais je suis déjà resté pogné avec un deal longtemps aussi, qui était supposément un deal. Fait on le sait juste le jour qu'on va. Que... Puis en lien avec ce que tu dis, c'est que les investisseurs immobiliers disent que la qualité d'une transaction, eux autres, ils disent que c'est à l'achat. C'est à l'achat. Si tu veux faire un bon deal,
plante-toi pas à l'achat parce qu'après ça, tu vas avoir bien de la misère à être capable de récupérer ou quoi que ce soit. Autrement dit, assure-toi que tu l'as aux bonnes conditions parce que si tu te plantes puis tu payes trop cher, c'est très difficile par après que tu le gardes pour un investissement à long terme ou que tu le revendes, tu n'es pas capable. L'achat est déterminant, malgré que tu dis oui, effectivement, il y a des fois j'ai fait un achat extraordinaire, mais le temps m'a démontré que mon achat n'était pas si extraordinaire que ça aussi. Ouais, ça m'est arrivé, ça. Hein? Maison que j'avais à Beaubriand, la grand-maman, 85 ans, chose de même, avait mis la maison en vente, je dirais 10 mois à 1 an avant que moi j'arrive dans le décor. Elle l'avait commencé à 160 000. Elle a baissé 160, 150. En tout cas, moi je suis arrivé dans le décor, elle était à 120. Elle fait un neuf à 76 500, je l'ai eu. Ça, c'est en 95. 76 500 sur un prix demandé de 120. 120. Oui. Je l'ai eu. Ouais. Et en 2002, je l'ai vendu 176 000. Ouais. En combien de temps? Ça veut dire combien de temps de différence? 95 à 2002. OK. Ouais. Ouais. Ça, ce qui est assez représentatif de l'appréciation de la valeur. C'est 100 000. Ouais. Ouais. Et c'était ta résidence principale? Oui. Il est bien beau. Hein? Il est bien beau. Fantastique, là. Hein? C'est ça. Moi, je peux vous dire, pour avoir avoir été dans le marché longtemps, je veux dire, il y a des années, là, sans nécessairement m'arrêter à une année ou une décennie en particulier, tu regardais la transaction, là, tu te disais, mon Dieu, qui a payé cher. Qui a payé cher. Oh, tu dis que le vendeur a fait une belle transaction. Je trouve que l'acheteur a vraiment payé trop cher pour ça. Hein? Et là, on se reporte 1 année plus tard, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, puis à un moment donné, il avait possiblement payé trop cher, mais on dirait que le marché se neutralisait tout ça avec l'appréciation en valeur, quoi que ce soit. Surtout si vous allez chercher, puis des fois tu disais l'acheteur a fait une très bonne affaire, puis évidemment il faisait une très bonne affaire, 2 ans, 3 ans, mais à un moment donné, 5 ans plus tard, l'acheteur il a payé trop cher, l'acheteur il a payé peu cher, ils se retrouvaient à peu près tous les deux dans la même situation. La différence n'était pas si marquante que ça. Le message était embarque donc, embarque, OK? Embarque même si tu embarques mal. Si tu embarques mal, tu te plantes à l'achat, embarque pareil, là, parce qu'avec l'appréciation, en tout cas l'historique a démontré que c'est ça. Et puis l'autre commentaire, c'est que, vous savez, c'est quoi un blue chip? Un blue chip au niveau de la bourse, là, c'est des valeurs sûres. C'est ce que Steven Jarostowski... Hein? Comme Facebook? Comme GM, ou comme Air Canada, ou comme... Il y en existe beaucoup moins des... Nortel? Hein? Il y en existe beaucoup moins des... comme Nortel, oui, effectivement. Des blue chips, là. Mais... tiens, Chantal, il y a une belle place qui t'attend ici, là. Ouais. Mais... est-ce que ça existe, un blue chip en immobilier? Moi, je pense que oui. Tu sais, il y a des propriétés, il y a des propriétés qui sont des valeurs quasiment sûres, là, où tu ne te tromperas pas. Et j'ai tendance à penser que des bords de lac, sur des beaux lacs, sont des blue chips. Si je regarde ce que les valeurs, les bords de lac ont fait dans les 30, les 20, les 40 dernières années, c'est clair, ça a fait ça. Hein? C'est toujours en demande un bord de lac. On peut peut-être dire maintenant il y a un petit peu plus de compétition, puis c'est le temps d'acheter ou quoi que ce soit. Mais un bord de lac, c'est un bord de lac. Tout le monde rêve d'avoir un bord de lac. C'est ce que tout le monde désire. Ils ne peuvent pas tous les payer ou quoi que ce soit. Puis quand tu regardes la transaction d'un acheteur d'un bord de lac, la plupart du temps, quand tu analyses la transaction, elle vient de se faire, tu dis, il a payé cher pour à peu près lui. Hein? Mais il y a bien du monde qui veut l'avoir. Puis, et tu regardes ça sur le coup, là, c'est bien rare que tu vas dire « Ah, il a fait un hold-up sur un bord de lac. » C'est bien rare. Le couple âgé, là, ils ne laisseront pas aller un bord de lac à des conditions parce que tout le monde veut un bord de lac. Okay? Fait que quand tu l'achètes puis tu payes peut-être une prime, tu payes un peu plus cher. Mais avec le temps, ça apprécie en valeur, Et des fois, vous allez accompagner des acheteurs dans des transactions, puis ils vont dire « Ah, mon Dieu, j'ai vraiment l'impression que je paye trop cher. » Bien, si tu veux un produit de cette qualité-là, c'est bien mieux de peser fort et embarquer parce que tu ne l'auras pas sans ça. Il y a d'autres mondes en ligne qui veulent l'acheter. Puis le jour où tu n'en voudras plus, tu viendras me revoir, il n'y a pas de problème. Ce monde-là qui l'ont manqué, ils vont être encore là pour pouvoir l'acheter à ce moment-là. Gardez ça en mémoire. Quand vous regardez une perspective à moyen terme ou à long terme, il y a des blue chips en immobilier.
Moi, je suis convaincu qu'il y a des blue chips en immobilier, des propriétés qui continuent d'apprécier tout le temps, puis c'est des valeurs sûres. Hein? C'est ça. Veux-tu juste te présenter brièvement, dire qui tu es, de quel bureau tu es? Oui, bonjour, je suis Chantal Tremblay, je suis de Sutton Select à Sainte-Thérèse. Bonjour. Ouais, bienvenue. Bonjour. Donc, c'est intéressant parce que les échanges disent, j'ai ouvert en disant, écoutez, il n'y a pas 15 valeurs votre propriété, il y en a une valeur. Okay? Le marché dit que votre propriété elle vaut à peu près tant, c'est ça. Puis si vous demandez plus que ça, vous ne déménagerez pas. Okay? Et je vous ai dit en début de semaine, la semaine passée, le vendeur a zéro contrôle sur le prix de vente de sa propriété. Pas lui qui le contrôle. C'est le marché qui détermine la valeur marchande de sa propriété. C'est les rapports de force. Et c'est pas vous qui déterminez, puis c'est pas le courtier, puis c'est pas les autres courtiers qui vont déterminer la valeur marchande de la propriété. Il n'a pas 15 valeurs marchandes, il a une seule valeur marchande, et c'est le marché qui l'a dit. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à ça. Si vous ne croyez pas ça, bien là, toute la prémisse, pourquoi est-ce qu'on a des évaluateurs d'abord à ce moment-là? Comment l'évaluateur fait-il pour dire à la banque, écoute, tu peux t'avancer à prêter jusqu'à 300 000 sur cette maison-là? J'ai fait l'analyse du marché, puis je te disais que dans le marché, cette propriété-là, elle a une valeur de temps, OK? Plus ou moins 1%, 2% ou quoi que ce soit. T'sais? Fait que oui, il peut y avoir des transactions où la dimension humaine, elle a un coup de cœur, elle veut à mort, puis le vendeur est motivé, puis il veut sortir à tout prix, puis il donne. Il y a des situations comme ça qui peuvent arriver. Il peut y avoir des situations fiscales qui peuvent faire en sorte. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on revienne à la base en disant, le marché immobilier, c'est comme le marché boursier. Il n'y a pas 15 valeurs pour une propriété, il y en a une. Et à un moment donné, aujourd'hui, à telle heure, elle vaut tant votre maison. Okay? Et ça, c'est basé sur quoi? C'est les transactions récentes qui se sont faites. Combien des acheteurs ont payé pour une propriété identique ou similaire à la vôtre? Et puis, en plus de ça, qu'est-ce que vous avez comme compétition actuellement? S'il y a beaucoup d'autres propriétés à vendre pour votre propriété, il y a des fortes chances que vous êtes obligé de prendre ça en considération. Puis, si vous voulez déménager dans les 60 prochains jours, puis vous avez 32 propriétaires qui recherchent dans la même gamme de prix, cet acheteur-là, puis il passe 4 acheteurs par mois, bien là, vous allez devoir vous ajuster. Vous pouvez dire, moi, le prochain acheteur qui passe, je veux qu'il vienne sur ma maison. Je ne veux pas qu'il y ait ses autres, je veux qu'il vienne sur ma maison. Hein? Et il va falloir que vous fassiez prendre conscience aux vendeurs qu'il n'y a pas 15 valeurs pour sa propriété, il y a une seule valeur, et c'est le marché qui la détermine. OK? Et faire prendre. Puis David Knox, le conférencier américain, il dit, c'est noir ou c'est blanc. You want to sell? À ce prix-là. Ah non, mais on n'est pas content avec ce prix-là. Oui, il faut qu'on soit rendu à Calgary pour le 1er septembre. You must sell. OK, c'est 250 000. Ah oui, mais 250, écoute, tu veux les valeurs des marchés à Calgary, ça va me coûter 400 000. Ah, you want to stay. You want to stay. C'est ça. Et lui, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Non, il faut absolument qu'on soit à Calgary. Ah, you want to sell, 250 000. Ah non, mais 250, c'est pas assez, ça me prend 350. Oh, you will stay. C'est tout. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, là, il l'assoit et il dit, garde, c'est quoi que tu veux? Veux-tu déménager ou pas déménager? Si tu veux déménager, il n'y a pas 14 prix, 250. Es-tu correct avec 250? Non, je ne suis pas correct. Ah, OK, tu vas rester. Parfait, tu vas rester, c'est correct. Ah non, mais il faut qu'on soit parti. Ah, ben 250. Ah, j'aime pas le 250, ben tu es. You stay or you sell. OK? C'est ça. C'est noir ou c'est blanc. Et j'ai des courtiers chez nous qui ont adopté une attitude catégorique comme ça. Hein? Ils arrivent avec une analyse comparative du marché. Hein? Ils disent, regardez, là, le marché nous a parlé. Le marché, c'est ça. Puis ils supportent avec d'autres statistiques. Savez-vous combien il y a de propriétés qui sont vendues dans les 3 derniers mois? Dans la gamme de prix de vous, dans votre secteur, puis ça en est vendu tant. Savez-vous combien vous n'avez à vendre actuellement ce matin, là? Des acheteurs qui courent après, des vendeurs qui courent après le même acheteur que vous, là, savez-vous combien vous n'avez dans votre gamme de prix? Et donc, on a un taux d'absorption, ça va prendre pour écouler l'inventaire existant, là, présentement, on en a pour 12 mois. Vous voulez déménager quand? Il faut que je sois rendu. Parfait. Si vous, là, où est-ce que vous allez vous positionner actuellement? C'est ça. Hein? Et parlez comme ça, parlez en véritable professionnel, arrivez avec des chiffres, statistiques à l'appui, montrez-lui, allez sur le site de la Fédération des chambres mobilières, allez imprimer les statistiques dans Centris pour lui dire, regarde, c'est ça le marché. Arrivez pas les mains vides quand tu lui dis. Puis ça, c'est crédible. Regardez, on a accès à tout l'inventaire. On peut vous dire exactement qu'est-ce qui s'est vendu, combien ça se vend, qu'est-ce qu'il y en a exactement. L'autre chose à savoir, c'est que si le vendeur est irréaliste avec le prix qu'il veut, vous n'êtes pas mieux de le prendre en premier, vous êtes toujours mieux de le prendre en deuxième ou en troisième mandat. Ouais.
Parce que le classique, c'est qu'il donne à Remax à 300 000. Remax n'est pas bon, il donne à la capitale à 2,75. La capitale n'est pas bon, il donne à Sutton à 2,50. C'est vendu. C'est le prix. Ouais, tu as juste oublié une étape. Avant Remax à 300, c'est du proprio à 350. Ouais, C'est aujourd'hui, VPP à 400. Mais François, si ton client il se fout complètement des statistiques, j'en ai perdu un hier soir. Là. Il demandait 269 000 pour un petit bord de l'eau au lac à la Truite à Saint-Adolphe. J'ai fait des visites, tout le monde me dit ça vaut pas plus que 200, 225. Puis moi, je lui avais dit, je voulais la lister à 225, il voulait rien savoir. Puis là, il m'a dit, tu m'as amené juste 3 vendeurs dans 6 mois, 3 acheteurs dans 6 mois, c'est pas beaucoup. Ben j'ai dit, tu devrais te compter chanceux, il y en a qui n'en ont pas, là, des acheteurs. J'ai tout dit les statistiques, j'ai montré les comparables, j'ai dit combien il s'en était vendu tel prix autour du lac. Il dit, je me fous des statistiques, là. Il dit, va chercher ta pancarte, et je vais en mettre à louer. Qu'est-ce que tu fais de plus? Il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien que tu peux faire de plus. Si les bornés, il ne veut pas comprendre la logique, avec des faits qui sont là, écrits noir sur blanc, il n'y a rien d'autre à faire. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais exactement ce que tu as fait? Est-ce que tu aurais pris le contrat de comptage? Est-ce que tu aurais fait toute la mise en marché? Est-ce que tu aurais tout fait ça? Non, je voulais le lister plus bas, moi. Puis, je l'ai pris parce que je lui avais vendu, il y a 18 ans, 75 000. Ouais. Mais tu vois, tu viens de répondre à la question. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'expérience des 3-4 derniers mois, tu te dis, moi, cette propriété-là, avoir su aujourd'hui, je ne l'aurais pas pris, je ne me serais pas investi. Puis je le fais, hein, quand on fait la planification, puis on fait la planification pour l'année à venir, on se base sur le passé. Je ressors les transactions, puis les inscriptions que le courtier a eues dans les 12 ou les 24 derniers mois. Puis puis là, on regarde le ratio de vente-inscription aussi. Là. On dit, écoute, c'est énorme, hein? Tu as pris 24 contrats de courtage, puis tu en as monnayé 6. Wow! Ça veut dire que tu en as 18 qui ne sont pas vendus. Tu as dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dessus. De la publicité, des déplacements, la pancarte, les photos, les sites de texte, les suivis, les comptes rendus, tout ça. 18. Il y en a 18, là, où à tout fin pratique, là, tu les aurais pas pris, puis ça ne change absolument rien. Puis on les passe en revue, les 18, puis je dis, pourquoi il ne s'est pas vendu? Qu'est-ce qui est arrivé? La plupart du temps, ce que j'entends, c'est que le vendeur était dans les nuages complètement, tout ça. Puis ce que je dis, bien, si tu as à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Bien, j'y tendrais le bras, puis s'il ne veut pas, je le laisserai aller, tu sais. Fait que, tu sais, avec du recul, on a tendance, des fois, à être tolérant, à accepter des choses qui, normalement, ne devraient pas être acceptées. Bien, je l'ai pris, j'étais contente qu'il me rappelle après 18 ans, qu'il pensait à moi, qu'il se souvienne de moi, que j'y avais vendu. Mais sa femme, lui, il était prêt à baisser un petit peu, mais sa femme, elle ne veut rien savoir. Qu'il ne baisse pas à cause de sa femme. Mais je ne sais plus quoi faire de plus, là. Ben, retourne-y avec un beau bonhomme comme Peter, puis ta compagnie. Lui, il parle à madame pendant ce temps-là. Il va flirter la madame pour ça. Je suis sûr qu'elle va craquer. Elle va craquer. Mais à Saint-Adolphe, il y a 2 maisons sur 3, il y a une pancarte. C'était probablement pas de même il y a 18 ans quand il a vendu. Il devrait être déjà content à 2,25 de la swinguer là, dans ce contexte-là. Oui, mais Saint-Adolphe, ça a toujours été un secteur recherché. Il y a 85 lacs. Ben, en tout cas, c'est surtout. Ils recherchent surtout à sacrer leur camp, le monde qui sont là, on dirait, de ce temps-là. Ben, pas tous. Je reste là, moi. Je reste au bord du lac Saint-Joseph. Mais il y a 2 catégories de propriétés à Saint-Adolphe, les bords de lac et les non-bords de lac. Bord de lac, tu as probablement une chance de trouver des acheteurs, mais ça ne veut pas dire à n'importe quel prix, il faut que tu sois quand même réaliste. Puis les non-bords de lac à Saint-Adolphe, je peux te dire que... Parce que Saint-Adolphe, en principe, là, c'est un cul-de-sac. Tu ne passes pas à travers Saint-Adolphe, pour aller à Saint-Jovite ou quoi que ce soit. Non. Fait que si tu habites à Saint-Adolphe, c'est parce que tu es sur le bord d'un lac ou parce que le budget t'en est là. Le budget t'en est là, c'est pas le premier choix du monde, quand tu n'es pas sur le bord de l'eau, d'habiter à Saint-Adolphe, parce que c'est un petit peu détour ou quoi que ce soit. Sauf que, tu sais, moi, je dis, il n'y a personne de Saint-Anne-des-Plaines ici, là. Hein? Saint-Anne-des-Plaines, c'est ça la réalité. Saint-Anne-des-Plaines s'est développé à cause du budget. À cause du budget. C'est pas le premier choix du monde d'aller vivre à Saint-Anne-des-Plaines, mais si vous regardez, il y a des développements résidentiels qui poussent, c'est effrayant. Pourquoi? Parce que le budget les amène à dire, hey, écoute, as-tu vu ce que tu peux avoir pour Saint-Anne-des-Plaines? C'est incroyable, tout ça, ça va à peine, on va aller là. Puis, autrement dit, le non-bord de l'eau à Saint-Adolphe, moi, quand je vais m'asseoir avec,
Ça va faire mal. Ça va faire mal. Vous voulez absolument déménager? Vous ne voulez pas être ici avant, au 1er novembre? Regardez votre compétition. Là. Regardez tout ce qu'il est à vendre. Là. Regardez tout ça. Là. Puis regardez comment il y a peu d'acheteurs qui achètent des non-bords de l'eau à Saint-Adolphe. Et là, tu vas prendre conscience, tu regardes, tu veux déménager, il va falloir que tu sois terriblement attrayant, terriblement intéressant, bien positionné, home staging, des belles photos, une mise à prix, puis un bonus là, tu vas offrir, en plus du 3,5% aux courtiers collaborateurs, tu vas offrir un 2000$ de plus, puis c'est ça. François, as-tu quelque chose à me suggérer? Je m'excuse, c'est peut-être personnel, peut-être que je vais t'en parler en dehors du cours, de la formation. Ça m'est jamais arrivé, là, en 22 ans de carrière. J'ai un couple qui a passé la semaine passée au bureau, puis je cherche un bord de l'eau entre 1 million et 1 500 000. Je leur en ai sorti 15 avant-hier. Là, ils m'ont appelé, ils veulent en visiter 3 à Réserve Morgan. Ouais. Est-ce que je sors des comparables qui ont été vendus ou ce que je pense que moi, je fais l'évaluation? Tu les réfères à moi comme client. Parce que je m'en vais en visiter 3. Ils m'ont appelé hier, j'ai appelé les agents d'immeuble tout samedi. On passe l'après-midi, on s'en va en visiter 3. Premièrement, tu les fidélises, OK? Si tu ne veux pas faire signer un contrat de courtage, assure-toi qu'ils vont traiter avec toi, puis ils ne traiteront pas avec d'autres. Puis tout ça, là, ça, à première vue, c'est ça. Est-ce qu'ils ont la capacité financière ou c'est du monde qui pète la broue? Non, bien là, je vais rencontrer, je vais plus en savoir samedi, parce qu'on va s'asseoir ensemble. Parce qu'on a fait juste une première abord. Ils sont à leur retraite. Bien, elle a à peu près mon âge, lui, il est dans la soixantaine avancée. Puis ils veulent finir leur jour avec un bord de l'eau à Saint-Adolphe. Bien, je vais te dire, je trouve que c'est le temps d'acheter, là. C'est le temps d'acheter. Il y a du produit, puis dans du haut de gamme, si vous regardez comment le marché se comporte, il y a très, très peu de ventes qui sont faites. Donc, il y a très peu d'acheteurs dans le marché, puis il y a plusieurs vendeurs actuellement. Puis, évidemment, les vendeurs sont financièrement indépendants pour la plupart. Ils n'ont peut-être même pas d'hypothèque sur leur maison, puis ils sont prêts à attendre. Mais vous allez en trouver dans la gang que, soit pour des raisons financières, ou pour toutes sortes d'autres raisons, ils sont prêts à lâcher. C'est le temps d'acheter. Je l'ai appelé hier, un vendeur, que son mandat était terminé depuis le 29 mai. Ouais. Dans Réserve Morgan. Ouais. Puis je l'ai appelé, puis il est prêt à venir me signer un mandat, mais juste pour ce client-là, samedi, juste avant. C'est correct. Pas de problème. Mais ta question, c'était quoi? Ben, c'était qu'est-ce que tu me suggères de faire une analyse du marché, t'achètes de leur apporter des... T'achètes des menottes, t'attaches des acheteurs après toi, là, puis tu t'assures que financièrement, ils ont gagné, puis tu leur montres des maisons jusqu'à temps que... Écoute, à Réserve Morgan, il n'y en a pas que 74, on va faire le tour de tous les maisons qui sont à vendre, on va y rentrer, on va y sortir de là, puis on va espérer qu'il va y avoir un coup de cœur en quelque part, là, tu sais. Il m'avait demandé le lac Manitou, le lac des Sables, puis je les ai rappelés, j'ai dit, la réserve vous intéresse-tu? Parce qu'au lac des Sables, il y en avait 4, mais c'était des vieilles maisons, ils n'en voulaient pas. Parfait. Au lac Manitou, ben c'était des vieilles aussi, c'est plus vieux dans le secteur. Puis je les ai appelés, j'ai dit, ça vous intéresserait-tu? Vous voulez quelque chose de contemporain ou quelque chose de plus moderne? Puis j'en ai sorti 15. Oui. Il y en a 15, hein? Wow. Ils m'en ont retenu 3. C'est ça. Ouais. Il y en a 3. Okay. Je leur ai tout envoyé par email, ils ont dit qu'ils resteraient avec moi. OK. Ben, bonne chance. Ben oui, moi aussi, je me la souhaite. Ouais. Bonne chance. J'aurais jamais fait ça, une vente à ce prix-là. Fait que je reviens, là. Voulez-vous déménager? C'est 250 000. On n'est pas satisfait avec 250. Vous allez rester, c'est tout. Okay? C'est clair, net et précis. Hein? Oui, il peut y avoir un peu de distorsion dans le marché, il peut y avoir une couple de transactions, mais ça ne change pas que le discours doit être ce genre de discours-là que vous allez tenir. Hein? Sinon, ça n'a plus de bon sens. Ça veut dire que là, tu sais, mais vous le savez, je vous le dis, je le répète, il y a probablement la moitié des propriétés où le vendeur est irréaliste aujourd'hui. La propriété ne devrait pas être sur le marché, il n'y a pas d'action, tout ça. Puis, soit qu'il essaye du proprio en AVPP ou qu'il y a un courtier qui a fait miroiter mer et monde, puis il n'a pas la commande juste pour planter une pancarte. Donnez-vous pas comme objectif de signer toutes les AVPP. Hein? Donnez-vous pas ça. Vous allez être terriblement malheureux. C'est pas vrai. Là. Il y en a que vous ne pourrez pas guérir. Vous êtes des médecins en immobilier, puis il y a des patients qui sont en phase terminale, qui ne veulent pas se soumettre au protocole que vous recommandez, qui ne veulent rien savoir, mais ils veulent vivre longtemps. Ils veulent vivre longtemps, mais ils ne font absolument rien pour aider leur cause ou quoi que ce soit. Ça, ce genre de patient-là, laissez-le en compétition, faites rien avec ça, on perd son temps. Hein? Mission impossible. OK? Fait que c'est normal que vous allez sortir de certaines présentations puis dire au vendeur, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite bonne chance, mais honnêtement, je ne suis pas en mesure de vous aider dans ce contexte-là. Puis si vous ne faites pas ça, puis si
Si dans le cadre de votre prospection, vous n'arrivez pas à dire non, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre prospection. Parce que c'est pas vrai que ils sont tous guérissables. Non, c'est pas vrai. OK? Il y en a qui sont irréalistes, qui ont des attentes irréalistes. Quel est, d'après vous, l'élément le plus important à déterminer quand vous asseyez avec un acheteur ou un vendeur? C'est quoi? La motivation de vente. Exactement. Exactement. Avant de décider si vous allez être capable de l'aider à acheter ou à vendre ou quoi que ce soit, il y a un élément qu'il faut que vous alliez chercher, c'est le sérieux, la motivation, l'urgence, appelez ça comme vous voudrez, mais cet élément-là, vous devez le doser, vous devez l'évaluer. Le monsieur à Saint-Adolphe, qui a acheté il y a 18 ans par son entreprise, puis qu'aujourd'hui, sa femme est irréaliste, c'est quoi, là? Elle n'est pas motivée, elle. On vend cette année, on vend l'année prochaine, on vend dans 2 ans, on vend dans 3 ans. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de presse. Si demain matin, le médecin diagnostique sa conjointe, puis j'y souhaite pas, avec une maladie grave, puis là, ça bouscule leur vie, je peux vous dire qu'il va s'ajuster au marché. Il va s'ajuster au marché. OK? Aujourd'hui, là, vous avez plusieurs vendeurs qui ne sont pas motivés. Hein? Mes actions Bombardier, moi, je veux 20$ pour. Oui, mais le marché te donne 12,5$. Bien, mets-les sur le marché, puis quand tu seras à 20$, c'est ça. Bien, mets pas ça sur le marché. Mais c'est ça, le marché immobilier a un paquet de propriétaires qui sont irréalistes, qui ont des attentes irréalistes, qui s'attendent d'être capables d'aller chercher ça quand le marché, c'est ça. Puis, si vous aviez des produits extraordinaires, uniques, là, peut-être qu'on pourrait dire, oui, je suis capable d'étirer ton prix, je suis capable d'aller chercher peut-être ton 300 000, malgré que c'est 250. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Là, il y a très peu de produits qu'on peut dire qui n'ont pas de compétition entre eux. À Reserve Morgan, des bords de l'eau, il y en a 14. Là, OK? Fait que, monsieur le vendeur, si vous dites à Reserve Morgan, vous avez un produit d'1 million, vous n'êtes pas tout seul à courir plein d'acheteurs. Puis les acheteurs, ils ne passent pas souvent. Dans le million, je peux vous dire, statistique à l'appui, vous êtes capable de tout documenter ça. OK? Au complet. Elle, si elle décroche une promesse d'achat, là, ce qu'il va falloir qu'elle fasse, c'est qu'elle fasse ses devoirs pour être capable d'arriver chez le vendeur et expliquer au vendeur. Puis le vendeur, ça ne sera peut-être même pas son client, ça va peut-être le courtier inscripteur de quelqu'un d'autre. Moi, peut-être avant même d'aller présenter la promesse d'achat au vendeur, je vais demander un rendez-vous avec le courtier inscripteur, il va dire, on va prendre un café ensemble, puis viens, on regarde-tu, on a-tu les mêmes lunettes, là? On regarde-tu le marché de la même façon? Es-tu conscient là, que combien ta voix cette maison à toi? Là? À quel prix ta voix? Parce que quand je vais rentrer dans la négociation, j'aimerais ça penser que le courtier inscripteur va pousser dans la même direction, ou en tout cas, puis des fois, ça va à peine. Avant même de rencontrer le vendeur, de rencontrer le courtier inscripteur, puis de dire, on peut-tu se parler prendre un café ensemble, là? Évidemment, rencontrez-les pas 3 jours avant votre présentation. Parce que lui, il va connaître votre promesse d'achat, puis 3 jours plus tard, il va peut-être arriver avec 2 autres promesses d'achat à 1000$ de plus que votre promesse d'achat. Mais, je veux dire, 1 heure, 2 heures avant la présentation, supposons qu'il me confirme que le rendez-vous est à 7 heures ce soir chez les vendeurs, à Westmount ou à Outremont. Parfait. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu à Montréal? T'es-tu dans le Nord? Tout ça? On peut-tu descendre ensemble ou veux-tu qu'on prenne un café ensemble? J'aimerais ça pouvoir discuter avec toi. Je comprends que tu travailles pour le vendeur, tu ne travailles pas pour moi, tu ne travailles pas pour mes acheteurs, mais j'aimerais ça discuter du marché avec toi avant que je puisse faire la présentation. Ça, c'est stratégique, là. Ça peut avoir sa raison d'être pour être sûr qu'on pousse dans la même direction. Puis à l'inverse, que tu n'as pas un courtier inscripteur qui regarde ta promesse d'achat et dit devant le vendeur, tu sais. Et tabarouette, quelle sorte de maudite promesse d'achat. Ils ne sont pas réalistes, les acheteurs, ça. Hein? Ah ouais, je suis jamais descendu à Outremont un soir, moi, là, tu m'as fait perdre mon temps. Puis ça existe, ça. Ça existe, ça. Tu veux l'égorger, tu veux le tuer. Hein? Tu dis, puis là, tu dis, comment j'aurais pu faire pour éviter ça? Éviter ça, si tu l'assois avant, puis tu dis, on prend un café ensemble. Puis écoute, j'ai besoin de ta collaboration, on peut faire une belle grosse transaction. Évidemment, s'il pense à sa poche, puis il pense pas aux intérêts du client, il va être game pour s'asseoir, prendre un café, parce que lui, il veut closer à n'importe quel prix ou quoi que ce soit. T'sais? Mais je vous dis, là, ça prend une stratégie, complicité. Tout à l'heure, mon frère Éric m'appelle. Il veut valider avec lui. Il y a une vendeuse, là. Il l'a qualifiée de folle. Puis c'est rare qu'il me dise ça, mais elle est folle. OK? Il dit, on a eu de la misère. Il dit, telle peine de misère. Il dit, on a arrêté la négociation. Elle dit oui, elle dit non, elle vend plus, elle dément, elle veut résilier le contrat, tout ça. Elle a un conjoint, son copropriétaire, mais c'est elle qui contrôle tout. Le conjoint ne dit pas un mot, il n'est pas capable de se tenir. Il dit, on a une promesse d'achat. Il dit, j'explique. La collaboration, c'est ça que je veux faire sortir. Il dit, j'explique au courtier collaborateur, je dis, écoute, pas de problème, je suis excité que tu as une promesse d'achat, on va travailler ensemble, mais je veux juste te dire, fâche-toi pas, là,
est pas mal rock'n'roll. Puis on va essayer d'y aller comme ça, puis moi t'aider, là, puis on va essayer de la passer ou quoi que ce soit. Il est rentré là-dedans, puis ils ont négocié une promesse, ils ont présenté elle était sur le point de faire une contre-proposition, ils ont préparé la contre-proposition, mais elle veut un dépôt non remboursable. Il y a une condition de financement d'inspection. On a dit, bien, dépôt non remboursable après la réalisation des conditions de financement de l'inspection. Elle dit non, je veux un dépôt remboursable immédiatement, indépendamment du financement de l'inspection. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que... C'est du gambling, pas à peu près. Ça n'a aucun sens, là. Mais là, c'est ça qu'elle veut, puis c'est ça, puis regarde, puis tu travailles pas pour moi, puis t'es pas pour moi, puis ça n'a pas de bon sens. Puis, hey, suivant next. C'est ça. Mais là, elle veut résilier le contrat. Ben, tant mieux. Hein? Regarde pas ça. Il a dit, moi, là, madame, on va résilier le contrat, mais je ne le ferai pas gratuitement. Je vous avertis. OK? Je vous avertis. Je ne le ferai pas gratuitement. Le contrat n'est pas stipulé irrévocable. Elle peut le résilier. Elle pourrait le résilier. J'ai dit, est-ce qu'on peut arriver avec une promesse d'achat proche du prix demandé? Parce que l'idéal, c'est d'arriver avec une promesse d'achat en tout point conforme au contrat de courtage. Puis là, si elle ne l'accepte pas, on y envoie notre facture. Ça peut être assez stimulant pour elle, mais on n'est pas capable de se rendre au prix demandé. Fait qu'on peut, cette alternative-là n'existe pas. Là, j'ai dit, ben, dis que si elle veut se divorcer, parfait, mais ça ne sera pas gratuitement à ce moment-là. T'sais. Mais oui, il y a des êtres humains qui sont très difficiles à gérer, quoi que ce soit. Puis même des fois, avec la meilleure complicité au monde, dans le côté inscripteur, le côté collaborateur, ça peut être très difficile. Okay? Ça peut être très difficile. C'est là où le marché immobilier est différent du marché boursier. Parce que la dimension humaine est très importante. Puis chaque produit est différent de l'autre. Il y a des produits que tout le monde veut acheter, puis tu dis, regarde, moi c'est 250 000, puis ça va se vendre 250, puis il y a des produits que le train ne passe pas souvent, puis on a des vendeurs motivés. On revient à ça. Comment convaincre le vendeur? Je vous dis, ça c'est fondamental. Fondamental. Si vous inscrivez, si vous développez la capacité d'inscrire des propriétés, chapeau. Mais si vous ne les inscrivez pas au bon prix, vous ne restez pas en courtage immobilier parce que vous ne passez pas chez le notaire. Au départ, il est primordial que vous et votre client sachiez et compreniez c'est quoi la valeur. Et ça, on retourne à votre cours d'évaluation, les notions de base, OK? La valeur est composée de 4 éléments et rien d'autre: l'utilité du bien, la rareté du bien, le désir de posséder, son attrait, les moyens financiers de se le procurer. Il faut analyser tout ça, puis il faut faire comprendre aux clients, c'est ça. Je ne reprendrai pas votre formation d'évaluation, mais c'est important que vous connaissiez ça, que vous soyez capable de l'expliquer, OK? Le coût ne fait aucunement partie de cette définition, le coût n'est pas une composante de la valeur, le coût ne crée pas la valeur, le coût n'a rien à voir avec la valeur. Le banquier va toujours examiner la valeur et non le coût. Il faut présenter aux vendeurs ses compétiteurs. Ça, c'est ce que je vous disais. Arriver avec des chiffres, des statistiques. Vous pouvez même imprimer. Hein? Imprimer les... Regardez, là, dans votre gamme de prix, entre 250 et 300, voici tout ce qui est à vendre. Je les ai mis à 6 par page, là, puis j'en ai 12 pages. J'en ai 72 qui sont à vendre, là, dans votre secteur. OK? C'est ça que vous avez à vendre. OK? Il faut le convaincre que si son prix est trop élevé, il n'y aura pas d'activité. Comment faire cela? Hein? Comment vous allez faire pour convaincre le vendeur que si son prix est trop élevé, il n'y aura pas d'activité? Hein? Oui. Tu lui montres des expirés. Tu peux lui montrer des expirés. Regardez. Et demander, versus peut-être l'évaluation, si l'évaluation est réaliste. Oui. Montrer un autre vendu dans 4 semaines, mettons. Oui. Ben, on peut aussi montrer des en vigueur au bon prix, puis dire que toi, si tu avais acheté. Oui. Oui. Effectivement. C'est-à-dire que tu peux dire, regardez, ça c'est du monde comme vous, qui avait un projet de déménager. Regardez ce qui est arrivé là. Hein? Regardez là, ça c'est tombé expiré. Ils ont été sur le marché 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, puis ils n'ont pas déménagé. Puis il y a des personnes, il y a quelques chanceux qui ont déménagé. Okay? Quelle est la différence entre les deux là? Regardez les conditions, regardez le prix, regardez ces choses-là. L'autre chose que vous pouvez faire, quand je dis comment faire cela, apportez votre portable, allumez votre ordinateur et montrez comment le courtier immobilier, pas juste vous, tous les courtiers immobiliers travaillent aujourd'hui quand ils ont un acheteur. Montrez à ce client-là, vendeur, comment ça se passe, comment on va faire pour trouver votre propriété, comment ils vont découvrir votre propriété. OK? Hein? Prenez le temps d'y expliquer comment ça marche. Il y a fort à parier que l'acheteur que vous allez avoir, si vous êtes un courtier qui a représenté des acheteurs,
l'acheteur que vous allez avoir, si c'est moi votre acheteur, quand vous allez me rencontrer, vous allez me demander c'est quoi mon budget. Est-ce que je vais vous dire mon dernier prix? Est-ce que je vais vous dire ça? De façon consciente ou inconsciente, vous allez entendre un chiffre. Je vais vous dire 250 000. OK? 250 000. Et là, vous allez faire quoi pour me trouver des propriétés? Vous allez aller sur Matrix et vous allez rentrer ça. Un plein pied dans tel secteur. Puis si je vous dis 250 000, vous allez aller jusqu'à quel prix pour trouver des propriétés qui sont susceptibles? 260, peut-être 265. Bon, parfait. Pas 300 000. Bon, regardez, oui. Ça dépend où, là? Tu fais un offre, là, gars. C'est le pire gars que tu peux faire, c'est montrer des maisons à 300 000. Son budget, c'est, mettons, pas 250, c'est 265. Puis là, il va dire, j'aime bien la maison à 300 000. Trouve-moi ça à 265. Là, t'es cuit. Ben là, tu dis, ben, gars. Tu peux faire une offre, là, mais je vais dire, moi, ça m'est arrivé, mais en tout cas, dans les transactions, là, mes meilleurs deals, je les ai faites, je pense, pas avec des AVPP, mais avec des courtiers. Puis, en tout cas, c'est pas fait à dire, mais des fois, exemple, là, une à Petit Matane, entre autres, je me souviens, il demandait 125. Je dis non, jusqu'à là, tu vas faire un offre à 65. Il dit, tu malade, ça se fait pas. Ben, gars, je l'ai eu à 72. Puis je l'ai revendu 125 à 150. En fait, j'ai mis 25 dedans, puis je l'ai revendu 150. Ça n'a pas été long. Puis c'est arrivé souvent que, c'est sûr, je me suis fait dire, je peux pas présenter ça, cette offre-là, mais gars, si tu le fais pas. Mais je veux juste nuancer, parce qu'il y a des secteurs où, finalement, les acheteurs ne passent pas souvent. À Petite Matane, ça se peut que, essentiellement, on a un vendeur là, qui attendait, puis qui attendait depuis longtemps. Maintenant, je vous amène à Blainville, dans un secteur, évidemment, là, je pense que c'est quasiment au quart de tour. On est capable de dire, écoute, elle va se vendre 262 500 quasiment. Pourquoi? Parce que j'ai 18 comparables dans le dernier mois qui sont vendus 6 000. Fait que là, il y a des fortes chances que... L'autre chose qui arrive, c'est que... Mais ce que je veux vous amener à faire prendre conscience, vous avez un vendeur, là, montrez-lui avant même qu'on décide où il veut la positionner, sa maison, à quel prix. Montrez-lui comment les courtiers qui ont des acheteurs pour sa maison vont faire des recherches. Comment ils vont faire ça? Donc, moi, je suis l'acheteur, je vous ai dit, mon budget, c'est 250. À première vue, si vous allez jusqu'à 300 000, je vais dire, écoutez, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, là. À moins que vous me disiez, non, il n'y a pas de problème, là, parce qu'on a une grosse marge. Hein. Entre le prix inscrit et le prix vendu, ici, on est dans un secteur qui est assez mou, puis il y a des fortes chances que vous soyez capable de décrocher. OK, parfait, c'est vous qui le connaissez, vous êtes à l'aise avec ça. Si je suis à Blainville, ça se peut que je dise, écoute, 300 000, c'est pas là que je vais. Je te dis, moi, 250, si j'ai un coup de cœur, on va peut-être monter à 255, 260. Fait, je te dis, si tu cherches à 300, ben arrange-toi pour qu'il baisse à 260 à ce moment-là. C'est ça. Ouais, mais si on a le coup de cœur, ils peuvent se tirer à 275. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore. Mais c'est pas mieux qu'il ne pas au financement là, avant? Bien, ça, tu as réglé ça avant. En principe, tu ne te promènes pas avec un acheteur, tu ne fais pas le tour si tu n'as pas vérifié sa capacité de payer. Moi, puis j'ai une complicité avec le démarcheur hypothécaire. Le démarcheur va me dire, écoute, je ne pose pas de te le dire, mais il est bon jusqu'à 280. OK? Il est bon jusqu'à 300. OK? Parce que, bon, c'est la complicité que j'ai, là. Je sais que si j'ai un coup de cœur, mais moi, je ne veux pas commencer à montrer des maisons à 3,25 quand, dans le fond, je sais qu'ils ne passent pas partout, puis il n'y a pas rien à faire là-dedans. Ça, faites ça avant d'aller trop loin là-dedans. Mais montrez au client comment, finalement, ça va se... Le vendeur, écoutez, là, regardez bien, là. Ici, dans les Laurentides, il y a 550 courtiers qui, quotidiennement, allument leur ordinateur, font des recherches en fonction d'acheteurs qu'ils ont dans leur poche arrière. Là, c'est même pas question de trouver un acheteur qui va arriver dans le Nord. On l'a déjà, l'acheteur de votre maison. OK? On l'a déjà, il est probablement en banque. Je ne sais pas lequel des 550 courtiers qui l'a. Là, on est capable d'aller chercher, à condition qu'on se positionne adéquatement. À condition que quand il va y avoir une recherche qui va être faite par ce courtier-là, que votre propriété sorte. OK? Moi, je trouve ça fondamental, primordial, de prendre le temps d'expliquer ça comme ça au client. Là, le client, là, votre maison, là, il existe déjà. Là. Il est probablement dans la liste des contacts d'un des courtiers, des 550 courtiers dans le Nord. OK? Là, il faut qu'on aille le chercher. Puis, savez-vous comment on va aller chercher? Il faut que, parce que l'outil que les 550 courtiers utilisent, ça s'appelle Matrix. Eux autres, à tous les jours, ils allument l'ordinateur, ils disent, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle inscription qui vient de rentrer pour que je puisse caser mon acheteur qui est sérieux, qui a de l'argent dans son compte de banque. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans les 48 dernières heures de propriété qui sortent? Puis là, il fait ses critères jusqu'à 260, 265, 270. Puis là, il regarde.
Est-ce que votre maison sort, monsieur, madame les vendeurs? Si votre maison sort, puis on a fait du home staging, on a fait une belle description, on a des photos extraordinaires, on a tout ça là, il faut absolument, monsieur, madame les vendeurs, que quand elle va sortir, que le courtier regarde et dise « Oh, oh, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je l'imprime, j'en parle à mon client, je pense qu'on a un produit intéressant. » Ça, là, monsieur, madame les vendeurs, je veux que vous compreniez, c'est ça. Là. On n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Là, c'est crucial. C'est pour ça que là, il faut que vous fassiez comprendre à votre vendeur que quand il part avec un prix réaliste, là, elle ne sortira pas. Il n'y a pas de... On l'a, l'acheteur de votre maison. Il est dans les poches, il est dans le carnet d'adresse, les carnets de contact d'un courtier dans le Nord. C'est clair, il est ici, il existe présentement. OK? Là, si vous voulez qu'on aille le chercher, on est capable d'aller le chercher. Mais il va falloir que vous positionnez compétitivement dans le marché. Ça fait-tu du sens, ça? Hein? Bien, bien, bien important. Mais prenez le temps d'allumer l'ordinateur, montrez-lui comment ça marche, montrez-lui comment est-ce qu'il en est ou quoi que ce soit. Hein? Donc, dans le fond, ce que je dis, il faut le convaincre que si le prix est trop élevé, il n'y aura pas d'activité. Comment faire cela? Pour ce faire, il faut lui montrer comment les autres courtiers immobiliers vont trouver sa propriété. C'est-à-dire simuler devant ses yeux sur Matrix une recherche avec un client acheteur afin de lui faire voir comment il est important que sa propriété sorte. OK? Sorte. Puis évidemment, quand elle va sortir, je veux qu'elle sorte, puis qu'elle dise « Wow! Superbe de photos, superbe de description, texte intéressant, tout, un beau montage, tout ça. » Donc, dans le fond, François, ce que tu suggères, c'est de... Tu sais, il y a des courtiers qui ne vont pas mettre les photos tout de suite, qui ne vont pas mettre le texte tout de suite parce qu'ils les ont pas avant de les mettre sur Matrix. Toi, tu suggères que ça soit fait tout au complet. Moi, c'est intéressant parce que j'en ai dit, puis à m'écouter parler, des fois je me convainc. Hein, à m'écouter parler. Depuis 2 semaines, depuis une semaine, on parle ensemble, puis j'en suis venu à la conclusion que moi, là, quand un vendeur m'appelle et il dit « Va me chercher le maximum, je suis sérieux, je suis motivé. » S'il n'est pas motivé, je ne m'en occupe même pas, je ne vais pas travailler avec. Je suis motivé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 30 jours avant de la sortir sur Matrix. Je vais signer le contrat tout de suite, je vais me prendre un contrat de 12 mois, et puis il y a une garantie de satisfaction, autrement dit, il est résiliable en tout temps, donc il va me le signer pour 12 mois. Je vais prendre un contrat de 12 mois, l'option interagence va être non pour les 30 prochains jours. Et là, on va faire l'intervention home staging, on va réparer la galerie, on va peinturer ça, on va mettre ça, on va planter les fleurs, on va s'assurer que tout est beau, on va attendre une journée ensoleillée, le photographe va rentrer, il va prendre des photos, il va prendre tout ça, le chien va être parti, le ménage va être fait, le kid, tout ça, là les photos, le texte, on va aller à l'hôtel de ville, je vais faire tout ça au complet. Ça me prendra 15 jours, 20 jours, 30 jours, je vais avoir fait toutes mes recherches, je vais connaître mes services, je vais faire tout ça. J'ai pas le droit de mettre de pancarte, j'ai pas mis aucune pancarte, j'essaie pas de trouver un acheteur en attendant que les autres ne sachent pas. Non, non, non. On ne la met pas sur le marché tout de suite. Peter, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah. Faut pas. Je ne mets pas ma pancarte, OK? Et là, parce que, qu'est-ce que je veux faire? Il existe l'acheteur aujourd'hui. Il est dans les poches d'un des courtiers. Mais quand je vais en sortir sur Matrix, je veux qu'on ne manque pas notre coup, OK? François, j'aimerais juste que tu me dises pourquoi ne pas mettre la pancarte? Parce que, entre autres, parce que l'OACQ, le syndic de l'OACQ est catégorique à dire tu ne t'avantages pas au détriment de tes collègues. OK? Tu as promis au vendeur que tu étais pour tout faire pour maximiser son prix de vente. Si tu mets ta pancarte, là, tu es en train de dire si un acheteur m'a ramassé, il va faire les deux côtés de la transaction, alors que personne d'autre ne peut le trouver, cette propriété-là, à moins qu'il passe en auto sur la rue. OK? Fait que non, on est honnête, on est sincère. Déontologiquement, oui. C'est pas une loi. Ben, je vais dire, fais-le pas. Parce que ce que le syndic de l'OACQ n'aime pas, c'est que tu inscrives une propriété et 48 heures plus tard, vendu. Là, il dit, comment ça fait que tu l'as vendu en 48 heures? Ben, tu avais probablement l'acheteur dans ta poche arrière avant. C'est parce qu'on vient de dire qu'on a un réseau extraordinaire, on a un MLS, qui est finalement un inventaire. On peut parler à tout le monde regarde la propriété, tout le monde, on met les 550 courtiers des Laurentides à regarder ça. Ils ont tous 3 acheteurs, j'ai 1650 acheteurs qui vont regarder votre propriété. Je suis sûr que l'acheteur, il existe, on l'a déjà. Voulez-vous aller le chercher ou quoi que ce soit? Là, ça veut dire que je me retiens. Là, si je mets ma pancarte tout de suite, puis je ne le mets pas sur Matrix, là c'est pas vrai. Là, j'essaie de trouver l'acheteur. C'est peut-être pas le meilleur acheteur. Hein? C'est sûrement pas le meilleur acheteur. Le meilleur acheteur, c'est pas moi qui l'a, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Puis il s'arrache les cheveux. C'est un courtier qui s'arrache les cheveux pour trouver une propriété. Puis là, ce matin-là, moi, il faut. Fait que, réalisez-vous toute l'importance de la première impression. Hein? Moi, et je vous l'ai dit, là, je mets encore plus d'emphase, je suis rendu plus loin dans ma réflexion au niveau de la commercialisation de la propriété, au point qu'on dit au client, non,
Je ne la mets pas sur le marché tout de suite. Elle n'est pas belle tout de suite. Tu vas couper ton gazon, tu vas arranger ça, tu vas faire ça, tu vas peinturer ça, on va changer ici, on va dépiler. Garde, je veux qu'elle soit parfaite. Puis vous êtes le médecin. Puis là, le patient, il faut qu'à un moment donné, tu l'assoies. Puis s'il dit non, je ne fais pas ça, je ne coupe pas le gazon, je ne fais pas ça. Vous avez des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il veut le total au niveau du prix, puis il n'est pas prêt à collaborer. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Bye bye. Hein? Bye bye. Ça vient de s'éteindre. Hein? Puis il n'est pas respectueux, puis il n'est pas ci, puis il n'est pas ça. C'est ça. Vous allez devoir rencontrer beaucoup de vendeurs ou beaucoup d'acheteurs, puis là, vous allez choisir ceux avec qui. Vous allez tester la motivation, le sérieux, vous allez évaluer, puis là, il n'est pas sérieux, il n'est pas fin, il n'est pas gentil, il n'est pas poli, tout ça. Je vais travailler avec lui. Je vais travailler avec elle. Je vais travailler. Moi, je vais les choisir. Je vais travailler avec du monde qui sont sérieux. OK? C'est ça. C'est comme ça. Évidemment, si vous voyez 3 clients par mois, vous avez de la misère à être sélectif à ce moment-là, parce que vous n'avez pas assez pour être sélectif. Il faut que vous envoyiez beaucoup. Les AVPP, arrêtez-vous à toutes les AVPP. OK? Hein? Regardez-les tous, mais essayez pas toutes les guérir. Il y en a qui sont en phase terminale, il n'y a rien à faire avec. OK? Hein? Il faut le convaincre du bien fondé de fixer le prix demandé le plus proche possible du prix éventuel de vente. Parce que c'est impossible de vendre une propriété s'il n'y a pas de visiteur. Ça a l'air logique, hein? C'est impossible de vendre une propriété s'il n'y a pas de visiteur. Fait que la première chose qu'on doit faire, c'est qu'il faut que le téléphone sonne, il faut que j'aie de l'activité. Si je n'ai pas d'activité, je ne la vendrai pas. Tu ne peux pas vendre une maison si tu n'as pas de visiteur. OK? Fait que, en partant, là, c'est ça. Il faut le convaincre du bien fondé de fixer le prix demandé le plus proche possible du prix éventuel. Parce que c'est impossible de vendre une propriété s'il n'y a pas de visiteurs. Donc, l'objectif premier qui doit toujours être recherché, c'est de générer de l'achalandage du trafic. Les champions et les championnes, là, qu'est-ce qu'ils font avec la marge de négociation au niveau de la mise à prix? Ils l'éliminent. Ils l'éliminent. La différence entre un courtier ordinaire et un champion et une championne, c'est que eux autres, quand le client dit « Parfait, je vous ai choisi, on va travailler avec vous, je me sens bien, mon épouse me sent bien, tout ça. » Bon, là, écoutez, on veut 325, on aimerait ça 325 pour conclure à 300, une fois la commission payée, qu'il nous reste 280 dans nos poches. Parfait. Le champion et la championne, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Là, il dit « Parfait, vous voulez ça, on va aller chercher. On va aller chercher pour vous dire comment. » Puis là, il fait comprendre que non, on ne mettra pas à 325. Il faut qu'on casse la barrière psychologique du 300. Il faut que le prix demandé commence par un 2. Mais écoutez, M. Léger, ça n'a pas de sens. Là. Si je la mets en bas de 300, regardez les offres d'achat que je vais recevoir. Hein? Puis c'est ça. C'est quoi le problème? Moi, je trouve que c'est des bonnes nouvelles si ça des offres d'achat. Hein? Déjà, vous êtes chanceux par rapport à beaucoup d'autres vendeurs qui ne voient pas d'offres d'achat, vous l'avez. Vous êtes bien chanceux. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Si je demande 299 000, ils vont rentrer à 250. C'est quoi le problème? Vous n'êtes pas obligé d'accepter à 250. Vous n'êtes pas obligé. La seule obligation que vous avez, c'est que si j'arrive avec 299 000, hein, puis c'est conforme au contrat de courtage, vous me payez ma commission, vous n'êtes même pas obligé d'accepter. C'est ça la réalité. OK? Hein? Mais là, on s'entend-tu que si vous n'avez pas de trafic, si vous n'avez pas d'activité ou quoi que ce soit. Là, mon objectif, là, vous m'avez annoncé où vous voulez terminer. Je suis confortable à finir avec 280 net dans vos poches. Sauf que là, laissez-moi la positionner sur le marché pour faire en sorte qu'on atteigne cet objectif-là le plus rapidement possible. OK? Et ça, on va le faire comment? On va éliminer toutes les grosses marges de négociation. Hein? Ça, là, vous devriez toujours prendre le temps de faire atterrir vos vendeurs, éliminer. Puis ils vont vous dire, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens, là, j'ai plus de marge de négociation. Correct, j'en veux pas de marge de négociation. J'ai vu des propriétés où le vendeur a été catégorique. On l'a pris, là, puis on l'a cassé. Il dit, ça n'a pas de bon sens. T'sais, dans le fond, il dit, regarde, à la limite, au plus bas des plus bas, je vais vendre à 300. Là, je sortais une pièce, là, j'y donnais la pièce. Je dis, ben, tiens, là, une pièce, là on la met à 299 999. On s'entend dessus. Moi, je vais avoir un 2, je ne vais pas avoir un 3. OK? Quand elle va sortir, quand on fait des recherches sur Matrix, elle va sortir. OK? Jusqu'à 300, elle va sortir avec un 2 dessus. OK? Oui, mais écoutez, M. Léger, je vous avertis, là, je ne suis plus négociable. Je vous suis, vous êtes le professionnel, vous m'avez dit que c'est comme ça votre stratégie. Je ne suis plus négociable. Pas de problème. Plus négociable. OK? Arrivez-moi pas avec des offres. Bon, non. Je vais vous arriver avec des offres. Diane, ferme-le-tu à la porte, s'il vous plaît. Arrivez-moi avec des offres basses. Ça, monsieur, madame le vendeur, vous comprenez, j'ai aucun contrôle là-dessus. C'est pour moi qui contrôle à quel prix ils vont rentrer. J'ai aucun contrôle là-dessus.
soyez conditionné à l'idée que vous allez avoir des offres de départ de peut-être 200, 250. Si c'est Sylvain Lebrun qui fait une offre, elle va être à 180 en plus de ça, je vous préviens. Hein? Mais ça, monsieur, madame les vendeurs, là, c'est pas négatif en soi. Parce qu'une offre, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez la refuser, vous pouvez l'accepter, vous pouvez faire une contre-proposition. Mais déjà, on a un acheteur qui demande l'intérêt de votre propriété. Laissez-moi faire à partir de ce moment-là. C'est ça. OK? Et, mais là, il me dit là, je ne suis pas négociable. Hein? Pas de problème. Là, le téléphone va sonner. Hein? Les gens vont nous demander une visite. Pas de problème, le gens viennent-en. Peut-être que je ne dirai même pas dans quel contexte j'ai. Puis le téléphone va sonner parce qu'ils vont la trouver intéressante. À 299 000, ils vont la trouver intéressante. OK? Je n'écrirai pas dans remarque aux collaborateurs pas de marge de négociation. Non. Je vais le laisser rentrer avec son acheteur. Il va rentrer, puis il va dire « Wow, c'est intéressant », puis il va me rentrer un offre à 275. OK? Je vais aller présenter mon 275, puis je sais pertinemment bien que le vendeur va dire « Il n'y en a pas question, je te l'ai dit, tout ça, pas de problème, on va faire un contrat à 299 999. » Je vais retourner à Régent. Là, c'est Régent qui va dire « Hey, quoi ton problème, toi? » Il dit « Aujourd'hui, dans le marché, tout le monde est négociable. Comment ça que tu as regardé ton vendeur pas parlant? » Je vais lui dire « Écoute, Régent, laisse-moi t'expliquer le contexte. Cette propriété-là, là, on l'a pré-négociée avant de la mettre sur le marché. OK? J'ai pris le temps de m'asseoir avec le client, puis je l'ai fait cheminer énormément. L'objectif, c'était d'avoir de l'activité, puis ton client l'a retenu, tu l'as retenu. Elle a été pré-négociée. J'ai pratiquement pas de marge de manœuvre là-dessus. OK? Maintenant, je suis tout à fait à l'aise de te dire ça. Je vais te dire ça pourquoi? Parce que je te mets à défi. Il n'existe pas. Moi, je ne dirais pas parce que mon client n'est pas parlant. Je vais dire, aujourd'hui, dans le marché, j'ai fait mes devoirs, tu ne trouveras pas le meilleur rapport qualité-prix que ça. Je te mets à défi. Regarde, je t'ai ouvert la contre-proposition à 299 999. Je te l'ai ouvert pour 3 jours. OK? Prends 3 jours, fais le tour de toutes les Laurentides. Là, je te mets à défi de trouver un meilleur rapport avec qualité-prix que ça. OK? Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Évidemment, les gens vont dire, oui, mais François, ou son acheteur va dire, ben oui, mais tout le monde baisse. Comment ça fait qu'il ne baisse pas, lui, ou quoi que ce soit? Ben, ça, c'est un argument qui ne tient pas à route. Là. Si tu veux qu'on baisse, là, regarde bien, ça ne bouge pas. Là. On va remonter le prix à 450 000, là, puis on va baisser ça de 150 000 d'un coup, il n'y a pas de problème. C'est ça que tu veux. Mais arrête-toi à regarder, finalement, c'est quoi la valeur que j'ai. Moi, c'est ça le discours que je tiens. Elle a été pré-négociée, cette propriété-là, et je vous mets à défi de trouver un meilleur rapport qualité-prix. Puis j'ai ouvert la contre-proposition pour 3 jours. Faites le tour des Laurentides. Puis si vous en trouvez meilleur que ça, bien, sautez dessus, puis allez-y. Mais moi, je suis convaincu que vous ne trouvez pas mieux que ça. OK? À ce moment-là, je travaille mon mandat. Ça. Mais j'ai eu des cas. J'ai eu des cas où l'acheteur était fâché, contrarié, il dit tout le monde casse, tout le monde baisse, il y a toujours de la négociation. Comment ça fait qu'il ne veut pas baisser? Regarde. C'est ça. Moi, je te dis, elle a été négociée avant, elle est sur le marché, puis tu ne peux pas avoir une meilleure affaire que ça. Ça, c'est le discours à tenir. En majorité, l'acheteur s'attend à ça. Oui. Mais puis dans certains secteurs, oui. Dans certains secteurs, mou, oui. Dans d'autres secteurs, non. Écoute, ça se peut fort bien qu'il ait manqué 3 maisons à Outremont, puis la 4e, il est conditionné à dire le prix demandé est tant, puis on paye plus cher que le prix demandé. Parce que des fois, ils ne vous croient pas. Hein. Les acheteurs ne vous croient pas. Puis ils pensent que c'est juste une stratégie, c'est un bluff. Là, il en manque une, il en manque 2, il en manque 3. Des fois, ça prend du temps avant de les faire atterrir, puis de faire prendre conscience que c'est ça. Mais, je le répète, là, il faut le convaincre du bien fondé de fixer le prix demandé le plus proche possible du prix éventuel. Éliminez-moi les grosses marges de négociation. Éliminez ça. Mettez-les sur le marché un prix, là. Combien vous voulez? OK? Puis là, on va voir. Vous voulez combien dans vos poches? C'est quoi? OK? Bon. Ah oui, mais là, on va bâtir ça. Non, regarde. Tu veux tant, on rajoute la commission, puis un point, c'est tout, ça vient de s'éteindre. Bon, oui, j'ai pas de marge de manœuvre. Moi, des propriétés inscrites à 309 000, là, ça n'a pas de sens. 310 000, ça n'a pas de sens. OK? Ça ne fait pas de bon sens. À 309, non. Arrête-moi ça. Regarde, on va faire la gymnastique tout de suite, on baisse, c'est ça. OK? C'est certain que s'il le met à 309, il veut closer à quoi? Il veut closer à 300, peut-être. Hein? Tu sais? Élimine-moi de 9 000 $, on le met à 299 900, je te donne 1 $, puis ça vient de s'éteindre. OK? C'est ça. C'est la même affaire. Tu veux-tu déménager? Tu ne veux pas déménager. Hein? Il faut lui faire comprendre comment il est important. Il faut lui faire comprendre
Je suis en haut ici. Il faut lui faire comprendre comment il est important de mettre le meilleur prix demandé dès le début de la mise en marché. On n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Il est important de faire comprendre aux vendeurs que tous les agents regardent au moins une fois une nouvelle inscription, d'où l'importance de s'assurer que ces agents retiennent sa propriété. Ça, là, c'est ça votre job. Comme inscripteur, c'est ça votre job. Il faut que quand elle va sortir, donc, je ne la mets pas sur le marché tout de suite, on la met à son plus beau, on fait des interventions home staging, on fait tout ça. Aussi, pour éviter que les autres courtiers immobiliers utilisent sa propriété pour convaincre des acheteurs de la qualité d'une inscription concurrente. Ça, des fois, là, hein, tu as des visites sur ta maison, puis tu fais le suivi avec le courtier, puis tu dis, puis, ah, ils ont acheté ailleurs. Puis, ils ont acheté ailleurs, je te remercie. Tu sais, dans le fond, le courtier, il te le dit peut-être pas, là, puis s'il te le disait, je te remercie, ta propriété m'a beaucoup, beaucoup aidé à vendre une des inscriptions que j'avais, parce que au prix, le client n'était pas sûr s'il était pour accepter la contre-offre qu'on lui avait faite. J'ai dit, t'es pas sûr? Attends, viens, on va t'en montrer une autre. Puis là, j'y montrais, j'ai dit, regarde celle-là, il est à 400 000, regarde s'il était réaliste. Regarde, lui, c'est ça. Ils se servent, monsieur, madame les vendeurs, actuellement, le trafic que vous avez sur votre propriété, là, ils se servent de votre propriété pour vendre d'autres propriétés. Ça vous tenterait-tu de faire en sorte que ça soit votre maison qui se vende là, à ce moment-là? OK? Pour éviter de brûler, de la brûler sur le marché, de brûler sur le marché sa propriété, n'ayez pas peur de demander au vendeur, monsieur le vendeur, combien vous en voulez votre maison? D'après vous, combien pensez-vous qu'elle vaut? La méthode de parité avec comparable vendu est la première méthode retenue par les tribunaux pour trancher les litiges. C'est comme ça que ça marche. Je veux dire, les juges regardent ça, c'est la façon, ça c'est le marché. Qu'est-ce qu'il y a à vendre, qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce que l'acheteur a payé récemment, c'est ça qui détermine la valeur marchande d'une propriété. Il s'agit d'une méthode facile à comprendre et logique. Rappelez-vous de la façon dont Pierre Kempton l'appliquait avec beaucoup de transparence. Pierre Kempton, c'est un courtier qui a très très bien réussi en courtage immobilier chez nous, à Saint-Jérôme. Et maintenant, il a sa propre agence de voyage. Il avait son voyage du courtage. Et Pierre Kempton devrait être capable de terminer ça d'ici 5-10 minutes, qu'on va prendre une pause. Pierre Kempton, il ne faisait pas de prospection, il ne faisait pas de sollicitation, il faisait beaucoup de relationnel. Les conseils d'administration des caisses populaires, le club Kiwanis, le club Richelieu, le CI, il allait dans un bar, puis il y avait un réseau de contacts, des gars de construction, il disait, écoute, tu m'oublies pas, là, si t'as quelqu'un qui veut déménager. Puis Pierre Kempton l'avait bien bâti ça, au point que le téléphone sonnait assez fréquemment. Écoutez, M. Kempton, on ne vous connaît pas, mais on est référé par Jean-Paul qui nous a dit de vous parler. On pense vendre notre maison. Mais dans un premier temps, on veut savoir combien elle vaut. Pas de problème. Ça va-tu nous coûter quelque chose? Ça va vous coûter un café. C'est ça. OK, où est-ce que vous êtes? Je suis à Bellefeuille, à telle adresse. Parfait. On se rencontre quand? À 10h samedi matin. Pas de problème. Pierre Kempton, paresseux comme il était, il appelait Mme Toupin à l'hôtel de ville de Bellefeuille. Allô, Georgette, il la connaissait bien. Hein? Écoute, Georgette, peux-tu m'envoyer la fiche de la description de propriété puis le compte de taxe de la propriété de 24 rue Marie à Bellefeuille? Ah oui, moi, donc ça, s'il vous plaît, Georgette, plus bien fine, puis il va te payer une bière la prochaine fois qu'on se dit. Et finalement, il faxait ça. Fait que là, il y avait un détail. Lui, là, Pierre, pas compliqué, il rentrait sur Matrix, c'était Edgar dans le temps, là, il rentrait sur Matrix, puis là, il savait qu'il y avait une évaluation municipale de temps, et lui, c'est comparable, c'était pas plus vieux que 3 mois. Il était dans les secteurs où il y avait de l'activité. Puis là, il partait avec l'évaluation municipale, il regardait ce qui s'était vendu, fait qu'il dit, regarde, cette maison-là, au pif, ça peut peut-être valoir à peu près tant. Là, il imprimait des propriétés, disons que la maison valait à peu près 200 000, ce qu'il pensait 200 000. Il sortait des comparables vendus de 175 à 225. S'il y en avait 6, il y en avait 8, il y en avait 10, il imprimait ça en 3 exemplaires, à 6 par page. Juste vendu. Il ne parlait pas des à vendre ou quoi que ce soit. Puis c'est tout ce qu'il faisait. Il ne regardait même pas. Il les imprimait, puis là, il partait, puis il arrivait chez le client, à 10h samedi matin. Ding, ding, bonjour. Je suis Pierre Kempton, comment ça va? On fait le tour de la maison, vite fait. Puis combien vaut notre maison? Je ne sais pas, combien ça vaut votre maison? Mais il dit, on va le faire ensemble si vous voulez. Hein? On va le faire ensemble, pas compliqué, on va vous montrer comment ça se fait. On va faire l'exercice ensemble. Il dit, regardez, j'ai fait une copie pour vous, une copie pour monsieur, madame, puis ma copie. Il dit, je mettais les moins chers en haut, puis les plus chers en bas. Il dit, là, je partais avec la plus chère, la moins chère. Il dit, premièrement, écoutez, ce qui va déterminer la valeur marchande de votre propriété, c'est le marché. Okay? Le marché, c'est ça, là, je l'ai amené le marché. C'est dans les 3 derniers mois, qu'est-ce qui s'est vendu dans Bellefeuille entre 175 et 225 000. J'ai tout sorti ce qu'il y avait, tout au complet. Okay? Je les ai toutes, ces choses-là. Là, si vous voulez, on va faire l'exercice ensemble. On va vous montrer comment est-ce qu'on détermine la valeur marchande de votre propriété. Celle-là qui s'est vendue ici, là, elle s'est vendue 175.
Ah, ça, c'est votre troisième voisin à gauche, là. Ah, ouais, ben, tu vois la poubelle qu'il y avait là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et oui, c'est plus vieux, plus âgé. Regardez les terrains. Oui, je le sais, son terrain, son évaluation municipale est plus basse que la vôtre. On s'entend-tu que votre maison vaut plus cher que ça? Ah, oui, ma maison vaut plus cher que ça. Parfait. Là, il descendait à la dernière en bas. Il disait, celle-là, ça, c'est là, au bord de la rue, là, sur l'autre rue à côté, là, avec la piscine creusée, puis le garage d'eau. Ouais, ah, c'est celle-là, oui. Ah, il m'avait dit qu'il avait vendu plus cher que ça. Non, il a vendu ce prix-là. Regardez, j'ai les chiffres, là, comme tel. C'est ça. Puis ça, ouais. Puis ça, comment ça compare avec votre maison? Ben, évidemment, plus récent, plus grand terrain. Non, ma maison vaut... on s'entend-tu que votre maison vaut pas si cher que ça? OK, ça va. Et puis là, il s'en allait comme ça, pas compliqué. Puis des fois, il y avait une vente qui tenait pas à l'autre. Là, c'était soit une entreprise de finance. Il les cachait pas, il faisait pas. Il mettait tout là. Puis il disait, celle-là, malheureusement, je ne peux pas retenir. Je ne sais pas ce qu'elle me dit. Elle ne m'envoie pas un bon signal. On va continuer. Puis finalement, il arrivait avec le vendeur, après 15 minutes, une demi-heure, il fait prendre compte. Puis c'était pas plus 3 000 le sous-sol fini, puis moins 4 000 le foyer. Non, regarde. En gros, là, c'était brut. Là, on faisait ça. Et finalement, il ramenait, là, il dit, écoutez, on l'a fait ensemble, l'exercice, là. Hein? Moi, là, c'est des vrais chiffres, c'est des vraies ventes, c'est des vraies données, c'est ça, je vous ai tout amené, c'est ça que le marché dit. Et ce qui détermine la valeur marchande de votre propriété aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est vendu dernièrement, qu'est-ce que l'acheteur a payé pour une propriété similaire à la vôtre, c'est ça la valeur marchande. Oui, mais qu'est-ce qu'ils demandent? Ce qu'ils demandent, ils peuvent bien demander ce qu'ils veulent, ça ne détermine pas la valeur. Ce qui détermine la valeur, c'est qu'est-ce qui s'est vendu récemment. Je l'ai, j'ai l'information. Fait que là, monsieur les vendeurs, moi je vous dis, merci pour votre café en passant, là, je vous dis, votre maison aujourd'hui dans le marché, elle vaut à peu près entre 195 et 205 000. C'est ça quand même. OK? On l'a fait ensemble, c'est ça. Et là, le client disait, ben non, écoutez, on apprécie, mais nous autres, à 205 000, on ne vendra pas. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Parfait, merci, bonjour, tout ça. Et puis si le client disait, ouais, mais on s'attendait d'avoir 225 000 pour. Hein? Lui, il était catégorique, mais vous ne l'aurez pas. Vous voulez déménager? 205. Vous ne voulez pas déménager? Demandez ce que vous voulez. OK? Ben, OK, on va y penser. Il repassait 2 semaines après, il y a une pancarte de la capitale à 229 000. Il s'en faisait pas de cas. Il n'y avait aucun problème avec ça. Il dit, je ne veux pas ramasser du stock qui n'est pas vendable avec du monde qui sont irréalistes ou quoi que ce soit. Mais c'est facile. Combien ça coûte? Combien est-ce qu'elle vaut ma maison? Pas de problème. Ça coûte quelque chose? On va coûter un café puis on va y aller ensemble. Puis il faisait l'exercice avec toute la transparence qu'il y avait, comme tel. Il y avait beaucoup de comparables. Il y avait assez de comparables. Lui, des ajustements dans le temps, il n'en faisait pas. Il y avait des comparables assez récents qu'il ne faisait pas d'ajustement dans le temps parce qu'il y avait une banque de données assez intéressante. Prenez conscience que vous avez en votre possession. Oui. J'avais une question que je voulais vous poser avant. Là. Un peu une définition de ce que vous appelez par brûler ou juste comment on dit elle est vraiment brûlée ou pas. Je vous écoute. Oui. Qu'est-ce que c'est brûler? Brûler, c'est qu'à un moment donné, dans ma tête à moi, la propriété a été sur le marché au point que le monde commence à se poser des questions. Comment ça fait qu'elle n'est pas vendue, cette maison-là? Il y a quelque chose qui va mal avec. Puis, tout s'est vendu autour, puis ils n'ont pas vendu ou quoi que ce soit. À un moment donné, ça ouvre la porte à toutes sortes de spéculations, à savoir comment ça se fait que ce produit-là colle sur le marché ou quoi que ce soit. Je dirais, j'ai tendance à penser que ça peut être ça. Ça peut aussi être l'agent même qui a tellement vu cette maison-là, année après année, que même si le prix est réduit, il ne le regarde plus parce qu'on est là comme agent avec nos acheteurs ou bien directement à côté de nous ou chez eux. Puis on est là, puis on regarde, on met la gamme de prix, puis nombre de chambres, et ainsi de suite. Puis encore lui, suivant next, il y en a tellement à regarder. On voit la même maudite photo. Suivant next, on flush tout de suite, on tombe sur un autre. Ah, lui encore, c'est brûlé. Même si le gars, il en a des 50 000. Pardon? Brûlé chez les... Oui, souvent, je vois une maison qui est là depuis des siècles, depuis 1 an, là, puis j'ai dit, ah, oublie ça, là. Où ça doit être problématique, c'est là depuis tellement longtemps, c'est pas vendu, je suis pas le seul agent dans les Laurentides. Pourquoi c'est pas vendu? C'est problématique, suivons next. L'autre question que j'avais pour vous, puisqu'on est des nouveaux aussi, ben pas tous, là, mais au début, on sait qu'il y en a ça serait niaiseux de prendre leur prix, mais on veut mettre notre nom, faire circuler notre nom, notre face dans une région. On n'est pas mieux de dire, OK, je ne la vendrai pas, mais regarde, on va commencer par montrer qu'on existe. Là. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Puis je vais aller plus loin que ça. Ce que je comprends, c'est que tu aimerais ça
identifier, développer Wentworth Nord. Wentworth Nord, les accès de Wentworth Nord, on les connaît, les chemins qui nous amènent à Wentworth Nord, tout ça. Moi, j'aurais tendance à peut-être essayer de voir à l'hôtel de ville, c'est qui le propriétaire du premier grand terrain qui rentre en rentrant par telle route, c'est qui le propriétaire par l'autre route, par l'autre route, par l'autre route. Puis j'irai voir les propriétaires, je dirais, écoutez, je suis courtier d'immeuble, voulez-vous vendre votre terre en rentrant, votre grand terrain? Ouais, mais. Puis là, il va demander à la lune. Moi, je vais le signer. Je vais le signer, oui. Je vais lui dire, écoute, il y a des fortes chances que je ne sois pas capable de livrer la marchandise, mais je veux mettre un 4x8 à cette entrée-là, un beau 4x8 avec du ciment coulé dans le béton, puis je vais le signer pour 1 an, puis je vais mettre un télélie, puis je vais mettre ça, puis je vais mettre ma face dessus. Puis à tous les fois que le monde va rentrer dans la Wentworth Nord, ça c'est la meilleure publicité que tu ne peux pas avoir, ça. Je veux dire, c'est la meilleure publicité. Elle te coûte absolument rien, de travailler 24 heures sur 24. Faut pas le vendre le terrain. Hein? Faut pas jamais fait vendre le terrain. dans ce cas-là, c'est stratégique. Là. C'est une question de marketing qui fait que je veux l'avoir. Bon, est-ce que la même chose pour les maisons jusqu'à un certain point? C'est ça. Et à un moment donné aussi, ce que tu veux, c'est que quand on fait une recherche dans tout ce qui est à vendre dans Wentworth Nord, tu veux qu'on dise, écoute, donne-le à Lebrun. Lebrun, il y a une maison sur 2 dans ce coin-là. OK? Ouais. Il vend-tu? Oui, il va. Il va. C'est ça. Ouais. Ça répond à ta question? Oui, merci. La valeur et fonction de l'environnement du bien immobilier, les exemples, ben, on en a parlé hier. Écoutez, des éléphants blancs, tout ça. C'est-à-dire, des châteaux, là, amener ça à Fontainebleau, c'est parfait. Amener ça dans le domaine Saint-Pierre, à Saint-Jérôme, là, ça ne marche plus pantoute. C'est le voisinage qui crée la valeur, ce ne sont pas les matériaux de la maison qui créent la valeur. Une propriété est en bris d'équilibre, devient un éléphant blanc. Ça achève. Le vendeur ne devrait jamais choisir son agent ou son courtier en fonction du prix de vente que celui-ci fait miroiter. Commentaire de David Knox. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai raconté en anglais, là, je vais vous le réciter en français. Devriez-vous choisir votre courtier en fonction du prix? Cette question-là, monsieur et madame les vendeurs, va au cœur des 2 plus importantes décisions que vous allez prendre. Choisir son courtier et établir le prix. Il est important que vous compreniez que ces 2 choses-là, ces 2 décisions-là doivent être prises de façon totalement indépendante et non interreliées. Un des plus gros problèmes, une des plus grosses erreurs que font les propriétaires vendeurs, c'est de choisir leur courtier en fonction du prix que celui-ci fait miroiter. Aussi attrayant ou tentant que cela puisse paraître, le courtier qui va gagner, qui va obtenir votre contrat de courtage, la mise en marché de votre propriété, en vous promettant un prix élevé, par expérience, va successivement vous retourner vous voir pour demander une baisse de prix. Il y a 2 critères sur lesquels on se base pour commercialiser une propriété, la stratégie de commercialisation et le prix. Il est important, monsieur et madame les vendeurs, que vous compreniez que le courtier n'établit pas le prix. Le courtier n'établit pas le marché, ce n'est pas le courtier qui fait le marché, hein, qui n'établit pas la valeur, c'est le marché qui établit la valeur. Okay? Vous ne choisiriez pas votre courtier en valeur mobilière en fonction du prix qui va vous faire vos actions. Hein. Vous le choisiriez en fonction de sa réputation, le niveau de confort que vous avez, la confiance que vous avez en lui, son professionnalisme. Vous devriez, monsieur et madame les vendeurs, choisir le courtier immobilier, votre courtier immobilier en fonction de critères similaires. Les meilleurs courtiers immobiliers ont le courage de vous donner leur juste sur le marché et vous donner la vérité, la valeur de votre propriété. C'est la seule façon que vous allez connaître le vrai prix de votre propriété. Et, oui. Comment vous faites si vous ne connaissez pas le prix? C'est une chose assez rare, assez étrange, assez pas comparable. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Le vendeur dit je pense que ça vaut ça, vous n'êtes pas certain, il veut pas. Oui. Si tu as une propriété exceptionnelle, c'est rare, hein, très très rare, mais disons j'ai 3000 acres avec 4 lacs privés, puis il y a une affaire comme ça, là je peux peut-être penser, puis même là, je peux peut-être penser que je peux faire une commercialisation sur un plan international, peut-être que je m'adresse à des acheteurs différents, peut-être que ci ou ça. Je vais peut-être étirer l'élastique, me permettre d'aller plus loin à ce niveau-là. Là, ça va dépendre de ce qu'il va me demander en publicité. C'est là qu'un gars comme Joe Graham arrivait et disait « Excellente propriété, extraordinaire. J'ai des outils de commercialisation qui vont donner une visibilité extraordinaire à votre propriété, mais je n'ai pas les moyens de me les payer. Les voici les outils. Vous allez me faire un chèque de 5 000 puis je vais vous rendre compte, on va coordonner la publicité et la commercialisation comme ça. Et si je vends la propriété, ben, je vais vous rembourser une partie ou la totalité du 5 000, dépendamment si je suis inscripteur collaborateur ou pas à ce niveau-là. C'est ça. OK? Est-ce que quand tu rencontrais des clients, est-ce que tu leur parlais à cette vitesse-là? Non. J'espère.
Non, mais c'est parce que je vous ai promis que j'arrêtais dans 5 minutes. Premièrement, quand je leur Parce que parlais... moi, ça ferait longtemps que tu m'aurais perdu. Premièrement, quand je leur parlais, je leur disais pas des choses intelligentes de même parce que je n'étais pas rendu là encore, tu sais. Ce script-là, je trouve qu'il est magique, de David Knox. C'est de ramener, monsieur et madame les vendeurs, les meilleurs courtiers ont le courage de vous donner leur juste marché. C'est la seule façon que vous allez connaître la valeur marchande. Prenez conscience que tout l'enthousiasme d'un courtier n'augmentera pas sa valeur. Et soyez aussi conscient que toute la mise en marché au monde, tous les efforts de publicité de votre propriété, ne changeront pas la valeur marchande. Idéalement, monsieur et madame les vendeurs, ce que vous devriez faire, c'est premièrement, choisir votre courtier et ensemble, avec ce courtier-là, déterminer la valeur marchande de votre propriété. Lui, ce qu'il dit, c'est comme ça. OK? Et il est catégorique. Il dit, vous voulez une opinion de valeur marchande? Est-ce que vous allez me choisir? Je ne vous donnerai pas une opinion de valeur marchande pour une propriété que je n'aurai pas à mettre en vente. Oui? J'ai un collègue avec qui je travaille qui, sur 90% des inscriptions qu'il prend, téléphone Michel Meloche. Téléphonez l'évaluateur du coin. Surtout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Excellent. Excellent. Je trouve qu'il donne un écart de même. Les évaluateurs professionnels, ils disent, mais si vous vendez entre 0 et 6 mois, puis si c'est nuageux, puis si ci, puis si ça, puis tatati, puis tatata. Puis là, il vous donne un écart de 100 000 sur une maison de 400 000. Oui, bien, c'est-à-dire qu'ils disent, écoutez, si vous voulez tester le marché, c'est temps. Tester le marché, ça veut du temps d'empêche, là, puis c'est irréaliste. Si vous voulez vraiment déménager, c'est temps. Puis si vous êtes entre les deux, c'est temps. Oui, il y a des courtiers qui ont même tendance, mon frère Eric a tendance à arriver avec un positionnement comme ça, pour ne pas insulter tout le monde, mais dans le fond, le message qui dit, si tu veux déménager, là, c'est ça, là, ta marge. Là, si tu veux tester le marché, c'est ça, puis si tu ne veux pas le monde de tout. Tu ne veux pas déménager, là, c'est ça, comme tel. Mais en principe, un évaluateur va arriver avec une fourchette de prix qui est assez réaliste. Supposé, il y a même l'obligation, puisque c'est un rapport que tu commandes pour fin de financement en général. Là. Au niveau du banquier, le banquier n'aimera pas avoir 14 chiffres, là, puis une marge comme ça. Le banquier veut savoir, écoute, c'est combien, Oui, parce que, peut-être qu'il patine là, dans ce cas-là, je ne sais pas. Gardez en mémoire que le banquier ne financera pas si votre PA est accepté au-delà de la valeur marchande. Selon, je ne me souviens plus de la dame, spécialiste en home staging, il y a 4 composantes importantes qui vont influencer nos chances de trouver le meilleur acheteur de votre propriété. Et la promotion, le prix vendu, la compétition puis la présentation. Et le vendeur contrôle quoi? Le prix. La présentation. Il ne contrôle pas le prix. Mais le prix affiché. Il contrôle le prix affiché vis-à-vis le prix affiché qui est relié avec le marketing. Ouais. Mais, veux-tu, on va s'arrêter ici, là. Moi, pas le prix vendu, monsieur, madame le vendeur, je veux que vous compreniez, là, vous avez zéro contrôle sur le prix de vente de votre propriété. Ah ben, tabarouette, que c'est ça, cette affaire-là. Non. C'est pas vous qui allez déterminer à quel prix, quelle est la valeur marchande de votre propriété, puis c'est pas moi qui va le faire. Puis c'est pas les 549 autres courtiers dans le Nord qui vont le faire. C'est le marché qui dit que ça. Le marché, j'ai un ACM ici. Je l'ai, j'ai fait des analyses de marché, je peux vous dire quelle est votre compétition, combien il y en a, taux d'absorption, j'ai tout ça. On va regarder ça ensemble. Mais, regardez là, vous ne pouvez pas déterminer à quel prix vous allez vendre votre maison. Si vous devez décider de déménager ou pas déménager. Si vous voulez déménager, voici le prix. Si vous ne voulez pas déménager, là, demandez la lune, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. OK? Vous n'avez pas de contrôle sur votre compétition. Et ça, c'est interrelié avec le prix qu'on va vendre. L'exemple que je vous donnais dans un secteur homogène, où toutes les propriétés sont identiques, je me lève un matin et je dis, je veux 300 000 pour la maison. Et je la mets sur le marché à 300. Mes 3 voisins, à gauche, à droite, au bord de la rue, pour quelque raison que ce soit, ils ont des maisons identiques à la mienne, demandent 250. Est-ce que ma maison va encore 300 000? Ben non, elle vaut plus 300 000. Hein? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Parce qu'il vend son comptoir en granit, il vend son pavé uni, il vend ses gicleurs automatiques, il vend tout ça. C'est pas ça. OK? Tu as de la compétition, puis si tu ignores ta compétition, c'est ça. Hein? David Knox, il dit, vous pourriez être chez vous le matin à 8h15 en train de prendre votre café, et oups, subitement, quelque chose qui vient de se passer. Vous n'êtes pas trop sûr c'est quoi? Votre propriété vient de perdre 20% de sa valeur. Pourquoi? Parce que la seule usine qui emploie 75% des travailleurs, des résidents de la ville, vient de fermer. OK?
Est-ce que ça a une influence sur la valeur marchande de sa propriété? Définitivement. OK? Définitivement. C'est ça. Vous n'avez pas de contrôle sur la valeur marchande de votre propriété. Vous n'avez pas de contrôle sur votre compétition. Moi, je peux vous dire, si vous voulez déménager, à quel prix vous allez déménager, et ça sera votre décision. Le vendeur contrôle quoi? Une seule chose. La présentation. Okay? L'état, la présentation de sa maison. C'est là que le homestaging. Là, il peut vous aider là-dedans. Gardez ça en mémoire, c'est la seule chose. Et évidemment, ça fait une grosse différence, le homestaging. Surtout dans un marché qui est mou, où on a plusieurs vendeurs qui compétitionnent, puis on a très peu d'acheteurs qui passent. Le prochain acheteur, on veut qu'il tombe en amour avec ta maison, ben là, tu vas la mettre belle, pas à peu près, hein? Puis, il faut qu'elle soit très attrayante. C'est ça. Ça va-tu? Oui. 5 minutes. Avant, un petit dernier 30 secondes pour notre collègue qui s'en va à Saint-Adolphe et ses maisons. Ouais. Je repensais, comme elle a tous ses amis avec elle, je ne sais pas si elle va voir 2 maisons flashées dans le même coin, bien placées, qui ne sont pas à vendre. Puis qu'elle va sonner à la porte, elle dit ding dong, allô, c'est moi. Est-ce que vous voudriez la vendre, votre maison? Puis t'en prends 2 belles, là. Puis avec tes clients, tu dis. Tu sais, parce que moi, j'ai vu souvent les gens, ils bougent quand ils ont l'impression qu'ils te volent. Ouais. Quand ils. Tu dis, j'en ai un, il n'est pas à vendre, il n'est pas annoncé, il n'est même pas listé. J'ai entendu dire que peut-être qu'il vendrait. Ouais. Est-ce que ça vous tenterait-tu d'essayer? Tu te crées une opportunité, tu vas le lister à toi 5-6, tu n'auras pas de collaborateurs. Je sais pas, là, on parlait de stratégie de mise en marché, ça paraît-tu du bon sens? Comme... Oui, mais c'est parce que j'ai tendance à penser dans le million plus, si je cogne à la porte, puis tu n'es pas en mode actif de vente, tu n'es pas en mode, tu n'as pas été inscrit dernièrement, tu n'es pas expiré, tout ça, il y a des fortes chances que pour que je te fasse bouger, tu vas m'arriver avec un prix qui va être la loterie, hein? Ça va être le gros lot là, à ce niveau-là. Et ça, je veux dire, à moins que j'ai un vendeur qui a gagné à la loterie, un acheteur qui a gagné, si l'acheteur a gagné à la loterie, puis l'argent ne pèse pas, lui, ça va être le coup de cœur. Hey bébé, je la veux, là. Ah ouais, il pèse fort, puis on la veut. Mais on peut penser que. Celui que j'ai appelé qui était expiré, là. Ouais. Elle est prête à me rencontrer en fin de semaine. Elle m'a tout conté son histoire, c'est parce que les enfants sont grands, ils sont tous les deux maintenant dans la maison tout seuls. Elle dit on n'a plus d'intérêt à y aller. Elle dit on s'est construit une maison sur le bord de la rivière des Prairies. Elle dit on l'a notre bord de l'eau, fait qu'elle dit on veut vendre. Fait que là, je me suis dit dans ma tête, probablement qu'ils sont prêts à baisser, eux autres. Oui. Mais ça peut être une chose à faire. Mais j'aurais tendance à essayer de travailler avec le stock existant, où ils ont dit à 20 et on dit je veux déménager. OK? Moi, je peux partir avec ça. Puis à la limite, si je suis pas capable de trouver quelque chose là-dedans, oui, on fait le tour. À partir du moment où je sens qu'ils ont l'argent, réellement l'argent, c'est pas juste pas du monde qui s'en va à la pêche, puis ils sont sérieux, puis ils sont fidèles. Alors là, écoute, m'a bougé bien les mondes, les menottes, comme je te dis, moi je les attache, c'est pas compliqué. Hein? Parce que, écoute, un acheteur d'1 million plus aujourd'hui, là, ça court pas les rues, là. Il va faire un bon achat. Convaincu, il va faire un bon achat. Hein? Ah oui, c'est ça. Parfait, on prend 5 minutes.